Messieurs, dames, premier live, rediffusion de ce qu'on appelle un oufoufou. Si vous êtes sur YouTube et que vous ne savez pas ce que c'est, vous allez vous régaler. C'est une tier list, mais en mieux, puisque c'est en format tournoi Coupe du Monde. Alors, bonjour à toutes et à tous ceux qui sont en live sur Twitch à l'heure actuelle. On peut appeler ça un oufoufou ou un ufufu. C'est au bon plaisir de comment vous le prononcez. Tournoi donc Coupe du Monde. Vous le savez, pour ceux qui me regardent sur YouTube, ceux qui me regardent aussi sur Twitch, et puis ceux qui étaient là depuis la grande époque, on aime bien les tier lists. Mais une tier list, effectivement, te permet pas forcément d'établir un classement qui peut te permettre de te dire quel est le véritable top 1. Top 1, top 2, top 3, etc. Machin. Tu peux éventuellement le faire, mais ça te demande une liste énorme. En général, tu mets les meilleurs, ensuite autres, etc. Tier list A, B, C. Et tu peux avoir plusieurs configurations différentes. L'avantage d'un tournoi Coupe du Monde, c'est que tu peux avoir ton personnage préféré, là en l'occurrence, puisque c'est un tournoi de mes top 32 de mes personnages préférés all time, tu peux avoir ton numéro 1 qui affronte le numéro 2 dès le premier tour. Donc c'est extrêmement rageant. En revanche, tu sais que quoi qu'il arrive à la fin, et c'est pour ça que c'est un exercice de style qui est très intéressant, on en a fait avec de la musique, des films, etc., etc., etc. À la fin, il peut en rester qu'un en finale, c'est en finale, demi, quart, etc. Et le finaliste, les finalistes ne sont pas forcément ceux que tu imagines, mais le gagnant, c'est forcément ton personnage de JV préféré. C'est forcément ta musique préférée. C'est forcément ton film préféré. C'est forcément ta série préférée. Donc à partir de ce moment-là, tu sais que toi-même, personnellement, ça te permet de te connaître un peu mieux toi-même parce que par concours de circonstances et par tout ce que tu as été capable d'éliminer tout au long de ta route, il ne reste qu'un choix qui est forcément celui que tu préfères. Aujourd'hui, c'est celui des jeux vidéo. Occasion pour moi de rappeler que ce live est 100% subjectif. Je suis pas... Alors, de la même manière que beaucoup de choses, finalement, je me considère comme un amateur éclairé plus que comme un véritable connaisseur. J'ai pas fait 1 milliard de jeux dans ma vie. Je suis quelqu'un qui a commencé le gaming relativement tard, puisque effectivement, à l'époque de ma jeunesse, tout ce qui était Game Boy Color, PlayStation, voire même PS2, j'en avais, mais j'étais pas forcément un immense gamer. C'était pas quelque chose dans ma famille qui était forcément acté. Moi, beaucoup plus à partir de la Xbox 360 où j'ai commencé à saigner quelques jeux, etc., où j'ai rattrapé parfois du retard et où j'ai pu faire beaucoup d'autres choses par la suite dans des jeux récents, en rattrapant évidemment les jeux à l'ancienne. Donc c'est un live subjectif avec des personnages moi qui m'ont marqué. L'objectif là, c'est d'avoir des personnages qui m'ont touché, marqué, où j'ai quelque chose à dire et qui m'ont énormément plu. Ce ne sera pas forcément les vôtres. N'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube ou même ici à me dire quels sont les personnages vous qui vous ont marqué, etc. Comme c'est subjectif, il y a pas mal de mes licences fétiches évidemment. On retrouve beaucoup de licences ou en tout cas de développeurs que j'aime bien, mais vous allez voir que c'est quand même assez varié, ça va assez dans le temps. Et il y a de tout. Il y a du personnage du jeu d'horreur, il y a du personnage de jeu à la Rockstar, il y a des personnages de jeu à choix, il y a des personnages de jeu indé, il y a vraiment tout ce qui est possible et imaginable. Or, alors, hors personnage, ce que je vais dire, à la, par exemple, Stray, où je me suis dit que l'écriture de Stray, le jeu indé, était tellement intéressante que en fait, le personnage principal, qui est un chat, tu pouvais limite le mettre, tellement en fait il est travaillé, étudié, et qu'il y a quelque chose qui en ressort derrière de très poétique. Par contre, voilà, j'ai pas voulu aller jusque-là dans le choix. Là, on reste vraiment sur des persos traditionnels, humains, etc., globaux, tels qu'on peut les imaginer dans tel ou tel jeu. Encore une fois, des jeux que j'ai fait. Attendez pas, par exemple, des jeux comme Zelda ou autres. C'est pas des jeux moi, que j'ai eu l'occasion de tester. J'ai jamais fait des Metal Gear. Je pense que si tu faisais, là encore une fois, un classement objectif, il y a des tas de personnages comme ça qui seraient, à mon avis, indubitablement. Hein. Ça, par exemple, c'est pas des jeux que j'ai eu l'occasion de faire, donc je peux pas les mettre. Par contre, après, il y a peut-être des jeux où vous vous dites, ah, bah, il a mis ce personnage-là, ouais, tiens, je l'aurais pas mis parce que le jeu est cool, mais lui, non. Et au final, je les ai mis. Autre point intéressant, j'avais fait une tier list sur les jeux, sur mes personnages de JV préférés avant. Sachez que j'avais des personnages que j'avais mis, que là j'ai retiré, notamment Jimmy Hopkins de Bully, parce que je me suis rendu compte finalement au fur et à mesure où je faisais le woufoufou que c'était pas tant Jimmy Hopkins que j'appréciais, c'est un personnage que j'aime bien, c'était le jeu en lui-même. Je suis un fan absolu de Bully, qui est pour moi dans mes 10 jeux préférés, je pense, all time. C'est plus le jeu qui prend le pas sur l'ensemble, et Jimmy Hopkins se marie parfaitement au jeu. Pas forcément le personnage qui est transcendant dans son écriture, comme on peut avoir
je sais pas moi, un Abby dans Last of Us, où là tu te dis, bah ouais, en termes d'écriture, en fait, c'est une dinguerie, tu peux pas faire autrement que la mettre, quoi. Parce que Abby, d'un point de vue d'écriture, non seulement le jeu est bon, mais derrière, c'est complètement fou ce qu'ils ont réussi à faire avec elle d'un point de vue d'écriture, quoi. Donc on va y aller très gentiment avec le premier tour. Je le connais déjà, vous non. On commence, on embraye de ce pas illico presto avec Marcus Phoenix contre Lee Everett. Marcus Phoenix contre Lee Everett. Gears of War contre Walking Dead Telltale. La question, à mes yeux, est vite répondue, même si d'un autre côté, Gears of War, j'ai pas eu l'occasion de tous les faire, mais Marcus Phoenix était un personnage que j'aimais énormément par le charisme qu'il a et notamment ce qu'ils ont réussi à en faire ensuite. J'ai pas eu l'occasion de jouer à tous, mais j'ai quand même suivi les histoires, puisque Marcus Phoenix, bah, c'était là où justement j'ai eu pour la première fois la Xbox 360. C'était le premier jeu que j'ai eu, c'était Gears of War 2, qui m'a marqué vraiment très fort. Alors, c'était beauf comme pas possible, etc. C'est vrai qu'on avait des phrases un peu légendaires, et en termes d'écriture, c'était quand même très drôle. Mais pour le coup, derrière, au fur et à mesure des Gears, ils ont été capables de redévelopper un petit peu l'écriture, ceci, cela, et de donner une certaine forme de compassion, de tendresse, d'émotion à beaucoup de protagonistes. On le voit, hein, au fur et à mesure où les jeux devenaient de plus en plus philosophiques, émotionnels, émouvants, et où on insistait de plus en plus sur l'histoire. Euh, Moi, je vous avoue que Marcus Phoenix, c'est un personnage qui m'a énormément plu justement par ce côté-là, parce qu'ils ont été capables d'en écrire par la suite au fur et à mesure, et pour son charisme et son aura qui est assez atypique. Et alors, je reprends ce que disait Sachio, s'il y a un live action de prévu un jour Gears of War, je prends, je ne veux que Batista pour le jouer. Je crois que Batista veut le faire aussi, hein. Ce serait une erreur de ne pas prendre Batista pour jouer Marcus Phoenix. Il n'y a que lui qui peut jouer ça. Regardez hein, sur les IA qui ont été travaillés sur le personnage et l'assemblage avec Batista, c'est exceptionnel. D'un autre côté, on a Lee Everett, le mentor, figure paternelle pour Clémentine dans les Walking Dead Telltale. Un personnage qu'on voit pas longtemps, parce qu'il est là que la première saison, puis ensuite on le voit en pensée ou en fantôme, si j'ose dire, dans les saisons suivantes, mais pas toujours. C'est ouais, c'est un peu le Joël avant l'heure, effectivement. Ouais, il a une tendresse qui est exceptionnelle. C'est un mec qui a subi des choses, qui a fait des choses, qui a eu beaucoup d'épreuves et qui, par Clémentine, va se trouver un chemin pour aller retrouver une certaine forme d'humanité, retrouver une forme de paternalisme et puis s'amender finalement, lui, de sa propre condition, de son propre chef, réussir à faire des bonnes choses, à faire le bien, protéger, etc. Et c'est un gars qui va... C'est pour ça que les séquences où il n'est pas en flashback, c'est plutôt en forme de fantôme. Quand Clémentine le revoit, qu'elle discute avec lui dans les saisons suivantes, c'est là que c'est hyper intéressant parce que tu sens que toute l'idéologie de Lee, tout ce qu'il lui a appris et toute cette humanité, toute cette aura, Clémentine va la garder tout au long de l'aventure. Et il y a beaucoup de similitudes avec Joël, oui. Il y a beaucoup de similitudes avec Joël. Alors après, on est même dans un registre qui est assez similaire, hein. Je veux dire, des morts vivants, des infectés, c'est quelque chose qui a un univers post-apocalyptique en son sein et puis qui permet justement de redécouvrir cette façon de se retrouver finalement humainement avec quelqu'un que tu imaginais pas en fait rencontrer et qui va bouleverser ta vie. Oui, Lee, effectivement, c'est moins une brute que Joël, il est moins bourru, moins péchu, moins d'expérience. Lee, il va découvrir l'apocalypse jour J. Joël, on le découvre un peu des années après, et puis c'est vrai qu'il est très... Voilà. Mais je pense que Joël est ce qu'aurait pu devenir Lee si Lee avait vécu plus longtemps, hein, je dirais, et si Clémentine n'avait pas été sur sa route. Je pense que Lee serait devenu un Joël en son univers, et potentiellement, en découvrant Clémentine par la suite, il aurait pu avoir le même arc. Les Gears sortiront sur Play et on va tous les refaire. Dès qu'ils sortent sur Play, on va tous les refaire. Oui, voilà, c'est ça. Après, Preach, encore une fois, lui, Lee, il va être capable de garder cette humanité dans un monde qui s'effondre, c'est vrai, mais sur un laps de temps très court. Parce qu'au final, c'est le début de l'apocalypse. On ne sait pas comment il aurait pu évoluer par la suite. Parce qu'on voit qu'il a quand même une part d'ombre. Mais c'est un personnage. Moi, je vais voter Lee parce que c'est un personnage qui m'a profondément marqué et qui a une tendresse exceptionnelle. Mais Marcus Phoenix, c'est quand même un. Voilà, c'est la figure des Gears of War.
Et les Gears of War sont une des figures, évidemment, de Xbox. Sam Bridges contre Ada Wong. Deuxième tour. Ada. Alors, Ada, je vais commencer par Ada. Ada, très bon personnage, personnellement, je trouve, de l'univers Resident Evil, parce que je vois en Ada parmi les meilleurs personnages de secondaire qui ont été écrits dans l'histoire des jeux vidéo, en tant que personnage secondaire. Ce qu'elle transmet vis-à-vis de Léon, charme, charisme. Alors, il y a le côté très jeu nippon, etc., très sexy, sexualisé, évidemment, qui marque aussi, puisque Ada, je pense que pour beaucoup, ça a été aussi, comme Jill Valentine ou autres, des figures aussi de femmes fortes, sexy, charismatiques, un peu à la Lara Croft ou autres. Ada, elle a un charisme et une prestance qui est quand même naturelle. Et moi, j'aime ce qu'elle apporte en tant que personnage secondaire, quelqu'un qu'on voit peu, mais qu'on va quand même être capable de jouer in-game. Donc du coup, ça évidemment inclut le spectateur et le joueur dans sa narration, dans son histoire, donc c'est pertinent. Et puis ensuite, on a tout ce qu'elle va véhiculer vis-à-vis de Léon, où Léon, à l'époque, c'est plus ou moins un bleu quand il va rencontrer Ada, donc tu vois qu'il y a un rapport de force qui est énorme, qui sera pas le même ensuite quand ils vont se retrouver dans, je crois, dans Resident Evil 4. Il me semble qu'Ada est dans Resident Evil 4, me semble-t-il. Pour un laps de temps assez court, mais il me semble qu'elle fait partie aussi de l'aventure. Je l'ai fait il y a un petit moment en Resident Evil 4, mais je crois qu'ils repartagent des scènes ensemble. Il y a toujours cette espèce d'ambiguïté qui est intéressante. Et pour moi, Ada, oui, c'est un personnage que j'ai rajouté un peu sur la fin dans ce Foufoufou, parce que pour moi, elle est l'exemple d'un personnage secondaire réussi, utilisé avec parcimonie, vraiment distillé très peu de temps dans les jeux dans lesquels elle a l'occasion de figurer, mais qui marque le spectateur. Et c'est aussi ça la force d'un personnage, c'est de marquer l'esprit du spectateur. En face, on a Sam Bridges, je le rappelle, j'ai pas encore eu le temps de terminer le jeu de Death Stranding, je dû en faire un bon tiers, a priori. Malgré tout, j'ai trouvé que c'était un personnage qui avait lui aussi une aura naturelle très forte, que c'était un rôle taillé sur mesure pour Norman Reedus, cette espèce d'anti-héros. Il a rien d'un héros finalement, c'est pas non plus un anti-héros, mais c'est quelqu'un de lambda à qui va arriver finalement une aventure extraordinaire. Comme dirait Monstre de film, hein, le fantastique, l'extraordinaire, tout ça a besoin du normal pour pouvoir devenir fantastique ou extraordinaire, sinon ça fonctionne pas. Là c'est la même chose pour Sam Bridges. Et en fait, Norman Reedus, c'est vraiment parfait pour ce style de redneck un peu solitaire, voilà, qui va très vraisemblablement trouver son affection sur le bébé qui porte, etc. Rallier seul les États-Unis, travailler avec des traumas toujours, etc. Et on sort beaucoup de fêlures chez lui. Moi, c'est voilà, dans l'arc narratif que j'ai eu l'occasion de travailler sur le peu de temps que j'ai pu jouer, je l'ai trouvé très bon. Ada, par se la raconter, elle sert à rien. Oh bah alors non, Renaud, on va refaire les jeux. Tu peux pas dire ça. Ada, elle est quand même. Ada, pour le traitement de Léon, elle est très pertinente. Et Ada, pour le traitement du spectateur par rapport aux séquences qu'elle propose derrière et nous qui permettons de jouer, elle est quand même utile. Et même dans l'arc finalement du scénario global, comme les Resident Evil, tout le monde finisse par se rencontrer au fur et à mesure, etc. Elle est quand même, que ce soit dans Resident Evil 2, 4 ou autre. Oui, c'est R2 avec Ada et Léon. Non, elle est quand même utile au scénario. Ça reste un personnage secondaire. Pour moi, Ada, alors évidemment, je vais voter Sam Bridges parce que c'est le personnage principal d'un jeu qui narrativement est quand même très accompli. Et encore, j'ai pas eu le temps de le finir, mais je sais que il est omniprésent. Et puis moi, j'aime bien ce côté presque sans dialogue, solitaire, voilà, toujours dans les questionnements de son passé, beaucoup, les difficultés familiales qui en découlent, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à la famille, effectivement, vis-à-vis de lui. C'est un personnage qui est, voilà, bon, l'écriture de Kojima aussi, enfin, on va dire que c'est quand même quelque chose, mais je dis ça en n'ayant même pas encore eu l'occasion de finir le jeu, et pourtant, il m'a marqué suffisamment pour déjà être dans le top 32. Donc c'est fort. Ada Wong, ça reste que du secondaire. Mais c'est un personnage secondaire qui, pour moi, est pertinent dans l'architecture dans laquelle elle est construite et dans la capacité qu'elle a à élever le niveau du personnage principal qui est Léon.
Après, bon, évidemment, on prend Sam Pages pour ce tournoi-là. Roawin doit être dégoûté. Et là c'est le drame pour Roawin qui se dit merde. Au premier tour, ça casse les couilles. Donald. Non, bah écoutez. Bah là, on a une demi-finaliste, voire finaliste contre Connor. Non, mais c'est dur. C'est dur parce que, à part les aigris comme Papy Douceur, voilà, les anti-Ellie, bah écoutez, voilà, les gens savent, normalement. Hein. Quand tu connais un peu la ligne directrice, tu sais qu'Ellie, c'est du golden, c'est du goldé. Maintenant, Connor, pour moi, je suis d'accord avec Preach. Connor est le meilleur personnage de Détroit, à mon sens. En fait, l'avantage du jeu Détroit, c'est que les trois personnages sont hyper riches. Marcus, Marcus, il a un rapport déjà à l'humain, à l'art qui est assez intéressant dès le départ. Mais c'est surtout le leader, en fait, du renouveau. Quelque chose de très charismatique, Marcus, qui pour moi sort du lot, vraiment. Alors, la fille, je vais vous dire, c'est peut-être celle qui m'a le moins parlé, parce que à part cette figure un petit peu grande sœur maternelle, si j'ose dire, régler des problèmes plus familiaux, humains, etc., on la voit un petit peu moins. En tout cas, moi, elle m'a un peu moins parlé. Et ensuite, on a Connor. Connor, ben, là où Marcus, effectivement, il a une figure presque ouais, religieuse, messie, etc., où globalement, tu sens que c'est ouais, le Moïse quoi, qui va guider les androïdes vers de nouvelles terres ou des choses comme ça. Moi, ça me plaît bien. Par contre, Connor, c'est celui qui, je trouve, se pose le plus de questionnements. En fait, comme c'est un jeu à choix, là où j'ai aimé Connor, et là où j'ai trouvé que l'écriture de Connor était intéressante, c'est que de la part du joueur, Connor laisse l'opportunité de jouer et laisse l'opportunité aux joueurs de se dire j'ai envie de le faire justement vriller et puis qu'il récupère un petit peu sa condition propre et qu'il s'émancipe de sa condition d'androïde. Je sais qu'à un moment donné, je vais le faire basculer, mais je vais attendre le plus longtemps possible. Parce que l'écriture est tellement intéressante de Connor dans sa propre condition d'aide de flic, etc., machin, que tu as envie d'attendre le plus longtemps possible pour justement travailler cette condition qui est hyper intéressante. La fille, tu sais que par rapport dans la conditionnement dans lequel elle est, il faut qu'elle vrille très rapidement parce que ce qu'elle vit avec le mec qui l'a acheté, c'est une catastrophe, etc. Et Marcus, bah, étant donné que c'est un peu voilà, la figure mystique et messie des androïdes qui va les amener à la libération, bah lui aussi, il faut, faut que tu le fasses basculer très rapidement. Comme ça, ensuite, il utilise le plein potentiel de son utilisation. Donc c'est vrai que Détroit, moi, je considère que Connor est peut-être le plus intéressant parce que le plus nuancé. C'est celui que tu veux faire c'est celui que tu veux nuancer le plus, porté à l'extrême. Marcus et Kara, on est plutôt dans du radical tout de suite et ensuite vous devenez ultra intéressant. Kara, figure maternelle, mais c'est vrai que j'ai assez peu de choses à dire en dehors de cet arc-là. Marcus, oui, c'est vrai que même dès le départ, avec Lance Eriksen, enfin le gars qui justement s'occupe de lui, le rapport artistique qu'il peut avoir, parce que je crois que le mec, dans mes souvenirs, un des trois, ça fait longtemps, mais le mec qui est justement le propriétaire de Marcus, c'est un artiste, un peintre. Donc il y a un rapport à l'art qui est particulier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, de base, voit en dehors de la boîte l'être humain, etc., et voit l'être humain avec la beauté d'un être humain. C'est ça qui est intéressant avec Marcus, c'est qu'il voit la beauté de l'être humain là où ce que l'humain sait faire de mieux, alors que finalement avec Kara et Connor, on voit ce que l'être humain sait faire de pire. Enfin, t'as ce que l'être humain fait de pire avec Kara, ce qu'il fait de meilleur avec Marcus, et la nuance, Connor, avec des hauts et des bas, marqués par son acolyte, où c'est un flic qui a eu beaucoup d'épreuves, qui a vécu des choses difficiles, mais qui a quand même un grand cœur, c'est un alcoolo, ceci, cela, c'est pas ouf, mais d'un autre côté, il est très nuancé, profond, et c'est pour ça que j'aime Connor. C'est parce que c'est un mec, en fait, qui est capable de gérer les deux. D'un autre côté, t'as Ellie. Bon, peut-être l'un des meilleurs personnages jamais écrits dans l'histoire des jeux vidéo. Voilà, je le dis, c'est acté. Que ce soit dans le 1 ou le 2, n'en déplaise aux puristes ou aux bandeurs de habits. Mais Ellie, c'est...
Enfin, Ellie, c'est ma gamine, bisous. Non, mais vraiment, hein, Ellie, c'est ma gamine, bisous. Non, Ellie, c'est tout le traitement qui a été réussi. Le savoir-faire de Neil Druckmann à avoir travaillé Ellie dans la narration du 1 jusqu'au 2, même en passant par l'FB1, où tu comprends beaucoup plus le personnage, le côté espiègle, tendre. Elle apporte tellement à Joël, en fait, en lui redonnant sa stature humaine, en lui permettant de se lâcher un peu, de reconsidérer l'être humain autrement aussi. Puis elle a tellement elle a ce visage angélique de l'espoir, de la douceur, de l'espièglerie. Et puis, au fur et à mesure où elle va aller dans le 2, ça va être la haine, la vengeance, totalement pris par la colère, des choix de temps en temps à justifier. On aime ou on n'aime pas les choix qu'on fait, effectivement. Enfin, qu'elle fait, pardon. Mais il y a toujours cette espèce de structure où tu la vois pas du tout basculer dans quelque chose comme ça. Et même dans le 2, quand elle est avec Dina, elle est complètement différente de quand elle est dans sa quête de vengeance. Elle a sa soupape qui lui permet d'aller un petit peu mieux. Enfin, c'est en seulement 2 jeux en plus, quoi. Enfin, c'est d'une profondeur d'écriture. Tous les personnages, hein, Joël, Abby, évidemment, je dis Abby, mais Abby, pour moi, c'est un personnage qui est au moins aussi bien qu'Ellie en seulement un jeu et en seulement une moitié de jeu, finalement. Mais moi, c'est Ellie, c'est le facteur émotionnel, empathique absolu. Alors là, après, je suis pas forcément objectif, puisque vous savez l'affection que j'ai pour Ellie. Mais ouais, moi, il y a un truc qui me parle énormément, quoi, dans son personnage. Il y a un truc qui me parle énormément dans la tendresse qu'elle véhicule et les traumatismes qu'elle va avoir, la manière dont elle s'en sort, les choix qu'elle fait, la rédemption qu'elle a à l'extrême limite sur la fin de Last of Us 2, ou en tout cas le pardon qu'elle arrive à donner très difficilement, même si elle fait des choses qui sont mauvaises aussi, hein, et que c'est pas loin d'être une serial killer hein, quand même. Dans Last of Us 2, c'est compliqué. Mais c'est ça qui est bien, c'est le traitement du personnage où globalement, tout au long de l'écriture, on a un cap qui se franchit où on la voit dans différentes configurations qui me plaisent beaucoup, quoi. La figure de l'humanité en perdition. Ouais, oui, c'est l'avènement du côté obscur, quoi. L'avènement du côté obscur, hein, c'est la colère mène à la haine, la souffrance, etc., etc. Ben, c'est un peu ça, hein. C'est là, c'est la douleur, la tristesse, la souffrance qui va amener à la colère, la haine, etc. Puis au désespoir. Elle y arrive à la fin. Comme quoi, Joël était, même s'il y avait des grandes difficultés entre Ellie et Joël, bah, Joël était une soupape obligatoire pour Ellie. Donc oui, oui, je pense que je vais quand même voter pour Ellie, quoi. Oh là, oh pour Roawin, c'est horrible ça aussi. Là, Roawin, oh la vache, ouais d'accord. Trevor Phillips ou Vas Montenegro. Ouais. Ah, le duel de détraqué là. Ah, le duel de détraqué là au premier tour. Bah, Vas pour moi, c'est un des plus grands antagonistes que j'ai pu jouer en JV. Alors en plus, c'est super bien mis en scène. Enfin, je veux dire, dans Far Cry 3, t'as tellement de mise en scène avec lui, et de scènes, Là, rien que sa mort, rappelons que Vass n'est pas mort, hein, parce que j'aime rappeler que Far Cry 6 existe à Roawind. Mais rien que la scène qui, normalement, est la mort de Vass, et on va considérer qu'il est mort avec Far Cry 6, en fait, c'est dans un autre univers. Euh, c'est d'une qualité de mise en scène musicale et tout, machin, dans le texte. Enfin, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ouais, il est assez, il est omniprésent dans le jeu, tout en étant assez peu présent en termes de temps d'antenne. Mais chaque phrase fait mouche. Michael Mando, il est extraordinaire, peu importe les voix dans lesquelles tu l'as, hein, VF, VO, etc. C'est lui. Hein. Michael Mando fait un travail de charisme, de folie, la véritable définition de la folie, qui est génial. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un antagoniste formidable, vraiment formidable. D'un côté, après, t'as Trevor Phillips. Et Trevor Phillips, eh ben écoute, moi j'ai tendance à dire que c'est l'âme de GTA V. On va pas me dire que c'est Franklin. Michael a une super écriture, mais c'est encore différent parce qu'il est beaucoup moins border. L'âme de GTA V, pour moi, c'est Michael et Trevor. Michael a peut-être la meilleure écriture, mais Trevor, c'est celui qui te marque. Dans le bon comme dans le pas bon. Hein. Tu sais très bien que c'est un mec complètement dégénéré, qui est capable
tuer, euh, violer, enfin tous les trucs possibles et imaginables, de se réveiller dans des situations improbables. C'est un mec, un véritable fou furieux, mais il est tellement bien écrit dans sa démesure que c'est quand même compliqué de le voir sortir au premier tour. Là, c'est le premier tour très compliqué. C'est le premier tour très compliqué. C'est peut-être même l'incarnation de l'esprit de la licence. Ouais, oui, et encore, oui, alors la licence GTA, oui, encore que, tu vois, dans GTA 4 avec Nico Bellic, on allait dans quelque chose de beaucoup plus sombre et c'était différent. Là, Trevor, oui, c'est le côté ultra borderline décalé, tel qu'on l'imagine dans Rockstar, où tu t'imagines, toi, conduire à 250 km/h, flinguer tout le monde et puis ensuite attaquer la zone 51 avec un char ou un avion de chasse, tu prends Trevor. Bien sûr, bien sûr. Alors, Take Trevor a une meilleure écriture que Vass, mais Vass a un statut tellement important dans Far Cry 3 et 5 et dans la continuité de ses jeux qu'il est la clé de voûte de tout, chose que Trevor n'est pas. C'est un peu ça. C'est justement là où je mettais les termes Roi Win, ouais. C'est que Vass est un antagoniste extraordinaire où, techniquement, même si c'est pas le seul de Far Cry 3, il est tellement important que le jeu n'est plus le même s'il n'est pas là. Alors, GTA 5, si Trevor n'est pas là, le jeu n'est plus le même non plus, effectivement. Mais tout ne gravite pas autour de Trevor. Alors que tu sens que Vass, ouais, c'est un peu le nec plus ultra de tout ce qui doit être configuré dans Far Cry. Tu n'as pas de Far Cry 3, tu n'as pas la même écriture, la même tension, la même prestance, la même importance scénaristique, les mêmes thématiques abordées et puis même la même structure de narration et de scénario et de péripéties si Vass n'est pas là. Avec l'intro, etc. Tout ça, ouais. Trevor, étant donné qu'il est dans un jeu où de toute façon vous avez trois personnages, Take, pas du tout risqué, hein. Jason et Lucia de GTA 6. Le jeu sort. Dans 2 mois, ils sont dans mon classement et ils sont pas 30e, hein. Voilà, je vous le dis. J'ai pas encore joué au jeu, j'ai vu les trailers. Je m'en fous, j'annonce. C'est comme ça. Jason et Lucia, à mon avis, je mise énormément sur la capacité à ce que ça va être des personnages exceptionnels. Euh, Vraiment, voilà, je vous le dis. Donc, j'ai pas encore fait le jeu. Je suis un peu comme Floki, je regarde pas les films, mais je note quand même. Mais non, non, je vous le dis. Je pense qu'à mon avis, eux, ils vont très rapidement arriver dans le haut du panier. Ne serait-ce que de prestance qu'ils ont en 2 fois 2 minutes de trailer. Le côté histoire d'amour Bonnie and Clyde qui sera à mon avis beaucoup plus pertinent et émouvant que ce qu'on imagine d'un GTA. Vous l'aurez entendu ici, hein. Peut-être pas en premier, peut-être en deuxième, mais vous l'aurez entendu quand même. Après, voilà, c'est vrai que Trevor, lui, c'est son esprit, son décalage, certaines de ses séquences, c'est sa personnalité qui est bigger than life. Ah, il a une personnalité qui bouffe tout le monde. C'est vrai que quand tu vois Trevor, les réparties, la tchatch, etc. Maintenant, l'écriture est-elle supérieure entre Trevor et Vass? Moi, je trouve que l'écriture est plus forte chez Vass que chez Trevor. Le personnage, le côté border, les situations folles sont plus forts chez Trevor. Mais c'est très dur parce que au final, c'est pas deux personnages qui se ressemblent, mais c'est deux fous, quoi. C'est deux fous furieux, donc. Hmm. Je pense que je vais voter. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. En fait, vous savez quoi? J'ai envie de voter pour Vass cinématographiquement. J'ai envie de voter Trevor pour le fun et le plaisir que j'ai eu à jouer avec lui dans des trucs incontrôlables. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est la passion ou la raison. La raison fait que je pense que je devrais voter Vass. Trevor, c'est le kiff, tu vois, de vraiment le jouer, machin et tout. Et c'est particulier parce que comme j'aime les deux personnages d'une manière à peu près similaire, là, c'est dur, hein.
Il y a l'intro, hein. L'intro de Vas Montenegro est incroyable, mais rien que l'intro de Trevor Phillips où il est en train de démonter une meuf qui, au fait, est la meuf de Johnny de GTA 4, etc. Où tu te dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, Ouais, c'est dur, hein. Non, non, c'est vrai que c'est le premier tour qui est difficilement faisable, hein. Attendez, quand on va arriver sur Joël contre Arthur au premier tour, je le sens bien faire ça. Puis Stephen Hogg et Michael Mando aussi, hein. Enfin, je veux dire, les performances d'acteurs sont extraordinaires. Faut dire aussi ce qui est, hein. Les perfs d'acteurs là-dessus sont quand même phénoménales, hein. En fait, Trevor, il est extraordinaire dans le cadre de son jeu, mais Vass, il dépasse son jeu. Perso, c'est la seule chose qui me fait distinguer, parce que sinon, c'est insoutenable de devoir choisir. Bah, c'est à peu près ça, hein. Extrêmement difficile de choisir deux univers différents. Ah oui, oui, c'est ça, OPM, c'est que les univers sont tellement... En fait, c'est ça qui est intéressant, les univers sont tellement différents, mais en même temps, les personnages, tu sens que dans leur folie, je veux dire, Trevor et Vass, il y a un monde où les deux, ça se trouve, ils sont potes, hein. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que les deux se rencontrent, t'es pas forcément sûr que ça part en couille, hein. C'est-à-dire, il y a une phase où ils sont capables, dans un délire, de se retrouver tous les deux, tu vois. Donc, ils sont pas, c'est si près, si loin. Ils sont si différents, mais en même temps, je vote Vass. Je vote Vass parce que, ouais, ouais, c'est vrai qu'il est tellement porteur de tout le message et de tout la dinguerie qui est Far Cry 3 dans l'ensemble du scénario que bon, je trouve le scénario, l'intelligence peut-être supérieure à Trevor, qui est pourtant bien moins, comment dire, bien moins brut de décoffrage. Enfin, il est brut de décoffrage, mais bien moins con qu'il n'y paraît. Il y a des phases aussi où de temps en temps, on le voit de manière pertinente. Paname ou Amicia de Rune? Bah, le plaisir n'est pas le même, encore une fois, hein. Paname, alors Paname, personnage, personnage que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons différentes. Paname, dans Cyberpunk, je pense qu'elle est le symbole de l'arc le plus intéressant que tu puisses choisir. Dans le sens où le côté d'être avec les nomades, etc., le pitch désertique, ce côté plus proche de la réalité, de l'être humain, tu sens que eux, c'est un peu les seuls qui vivent un peu en loin de tout ce qui est technologique, ceci, cela, qui n'ont pas oublié de vivre simplement et qui ont de véritables valeurs, de véritables codes, un honneur énorme. Et c'est exactement tout ce que représente Paname. Au-delà, en plus, évidemment, Paname d'être très probablement la femme parfaite. Faut être tout à fait honnête. Je pense que pour tous ceux qui ont fait le jeu, c'est pas un mal, hein, de dire que Paname c'est quand même un personnage qui a un charme et puis une émotion et quelque chose qui se véhicule qui est exceptionnel. Ouais, c'est vrai que Paname, difficile de ne pas tomber amoureux de Paname. Alors, il y a la team Judy quand même, hein, mais moi, Paname, c'est vrai que c'est tellement de tendresse, d'émotion, d'humanité, de choses comme ça, de caractère. Quelqu'un qui est très, quand même, oui, pas caractériel, mais qui a beaucoup de charisme et qui se laisse pas faire. Donc, moi, j'aime beaucoup. Après, par contre, Amicia, si on parle en tant que qualité de personnage, Paname, c'est un excellent personnage secondaire. Amicia, c'est l'essence de A Plague Tale. Tout presque navigue autour d'Amicia et du petit frère. Et Amicia, elle va se trouver un chemin de croix qui est tellement difficile entre le moment où justement elle va devoir voir sa famille disparaître, essayer de s'en sortir tant bien que mal, vouloir à tout prix protéger, sauver son petit frère, des situations terribles, et bah, malheureusement parvenir à un échec cuisant qui est quand même bah, voilà, la mort du petit à la fin dans une scène qui est quand même assez déchirante. Amicia, c'est là où tu vois un petit peu tous les comment dire,
petite similitude qu'il va y avoir entre Last of Us et A Plague Tale, puisque déjà, rien qu'en termes de gameplay, selon certaines séquences, dans l'importance de la narration, de l'écriture, du duo de personnages, Ellie est beaucoup moins chiante que le petit frère, hein, cela dit. Hein. Le petit frère, il est très attachant. Juste chiant dans le 1, attachant dans le 2. Dans le 2, je trouve que ça va mieux déjà. Mais il y a un chemin de croix qui est tellement difficile. Amicia, en fait, c'est là où je retrouve du Last of Us dans Plague Tale, c'est que ce soit vis-à-vis de ces deux personnages-là, ou même de Ellie et Joel ou autres, c'est des personnages qui ont tellement vécu, ont tellement subi, ont tellement souffert. Enfin, c'est dur. Un peu le petit frère de Clémentine dans The Walking Dead Telltale, quoi. Gigi ou RG. AJ, ouais. AJ, oui, c'est le petit frère de Clémentine dans Telltale. Oui, c'est un peu le même délire. Alors, AJ m'emmerdait moins que... AJ m'emmerdait moins quand même que le petit frère d'Amicia dans le 1. Dans le 2, ça va, mais dans le 1, c'est dur. Hein. Hugo, ouais, c'est pas simple. Je pense que là, il n'y a pas photo entre les deux. Amicia, en termes d'écriture, de traitement de personnages, quand même, c'est largement au-dessus de Panam. Maintenant, Panam, c'est pareil, c'est un peu comme Ada. C'est des personnages secondaires qui sont hyper intéressants à suivre, qui développent le personnage. Et l'avantage, c'est que Ada développe Léon, Panam te développe toi. C'est Cyberpunk. Moi, j'adore Cyberpunk. Hein, je fais partie de ceux qui aiment vraiment beaucoup le jeu. Panam, c'est le personnage qui va te développer toi aussi. Tu fais des choix. Tu vis tel que tu imagines ce que toi tu ferais en tel ou tel instant, etc. Il y a forcément une configuration beaucoup plus proche, empathique vis-à-vis du joueur par rapport à elle. Donc Panam, c'est un excellent personnage. Mais c'est vrai qu'Amicia, dans toute la dualité de son personnage, dans ce qu'elle a vécu, c'est très, non, c'est très costaud. Moi, A Plague Tale, de toute façon, en particulier le deuxième, premier était bien. Le deuxième, d'un point de vue émotion et séquence forte et moment un peu irrespirable où t'en arrives à te demander un peu, putain, enfin, c'est dur ce qui se passe. Deux est très fort. C'est le même concept en fait que Last of Us 2. C'est pas forcément des jeux. Et encore, Last of Us, je pense pas que Last of Us 2 ou Plague Tale 2 sont des jeux à pas mettre entre toutes les mains. Je veux dire, je peux comprendre que certains aiment moins que d'autres. Mais enfin, moi, c'est des jeux que je trouve tellement hauts en fait que j'imagine même pas comment on peut les dénigrer quoi. Mais il y a un step-up qui est fait en termes d'émotion, de séquences, etc., de mise en place de traitement de protagonistes et puis même de décisions fortes. Que ouais, c'est des jeux hyper audacieux. Alors l'audace plaît peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas moi ça m'a bien plu. Kratos ou Clémentine. Bah du coup, ouais, voilà, oui, bah moi, Clémentine, bon. Kratos, j'étais pas forcément le sûr de le mettre dans mon top 32. Et au final, je me suis dit, Kratos, faut quand même reconfigurer toute l'évolution qu'il a au fur et à mesure des jeux. Et justement, ça devient, notamment dans les derniers, là, God of War et Ragnarok, il prend tellement plus de valeur, de nuances et de talent d'écriture après toute la haine, la colère, la vengeance, les tueries qu'il a engendrées à devenir finalement quelqu'un qui va se battre entre ce qu'il était, ce qu'il devient, sa paternité, les déboires de son fils, et en même temps son statut, les travers qu'il a, le fait que eh ben, c'est quelqu'un qui va montrer assez peu d'émotions, même si on sait qu'il l'a, mais que il se donne cette optique de devoir malgré tout rester fort. Je trouve que dans l'écriture de Kratos, il y a quand même beaucoup de bonnes choses. C'est, enfin, évidemment, enfin, je veux dire, c'est logique. Kratos est un des personnages les plus intéressants de l'univers PlayStation. Maintenant, Clémentine, voilà, c'est le non-dit, ouais. La prestance, le non-dit. En fait, Kratos, il parle pas. Tu le vois dans le regard, dans l'attitude, dans la gestuelle. Kratos n'a pas besoin de parler. Et c'est ça qu'en fait un personnage exceptionnel. C'est quand dans le non-dit, tu arrives à configurer, un peu comme Norman Reedus dans Death Stranding.
Norman Reedus dans Death Stranding, on peut pas dire qu'il ait beaucoup de dialogue. C'est vachement dans l'émotion, dans le regard qui va véhiculer quelque chose, dans sa solitude. Kratos, c'est un personnage infiniment seul. Même quand il est entouré ou même quand il y a son gamin qui ne le comprend pas toujours, c'est un vrai personnage solitaire. Clémentine, c'est une des meilleures évolutions, je pense, du JV, de jeu à choix comme ça, tel. Tu l'apprends. En fait, Clémentine, c'est la force de l'apprentissage. Tu la prends, c'est une enfant, tu la quittes, c'est quasiment une adulte. Ce qui est fort, en fait, vis-à-vis du joueur et elle, c'est que tu la vois grandir au fur et à mesure. T'as 4 saisons avec elle, surtout ne lisez pas les comics après, sur elle, ça sert à rien. Mais arrêtez-vous à la fin de la saison 4, c'est pour moi la fin de l'histoire de Clémentine. Mais tu grandis avec elle, tu adoptes un statut presque paternel avec elle, puisque bah, tu t'associes beaucoup à Lee qui va vouloir la protéger, et puis tu vas la voir de grandir, à tel point qu'à la fin, ce sera elle la figure de grande sœur avec AJ, où elle va développer à nouveau, tu vois, elle va prendre le relais de Lee pour développer ensuite quelque chose. Tu la vois énormément souffrir, tu la vois perdre tous les gens qu'elle aimait autour d'elle, qui l'ont un jour protégée, etc. Et en fait, Clémentine est un personnage qui est brillant parce qu'elle récupère chacune des moindres petites phases de chaque personnage qu'elle a aimé avant pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi c'est une survivante? Pourquoi c'est un personnage qui est exceptionnel? C'est parce que ce soit en bon ou en moins bon, tous les personnages qui ont été mis à ses côtés dans un laps de temps court ou long, Lee, Kenny, et j'en passe, et des meilleurs, bah, c'est des protagonistes qu'elle va garder au fond d'elle. Elle a grandi avec, elle a vu le positif, le négatif entre chaque, elle a pu prendre ce qu'il y avait à prendre, comprendre l'univers dans lequel elle était et devenir une véritable survivante. Pour moi, Clémentine, c'est l'un des personnages les plus intéressants et les plus costauds de tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière de joueur de jeux vidéo. Voilà, c'est donc Clémentine. Mais Clémentine, c'est la force d'un studio qui te fait grandir avec un personnage et qui passe de la protégée à la protectrice. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Putain, Preach, on a dit la même phrase au même moment. De protégée à protectrice. Preach, putain, mais... Preach, en vrai, hein, il manque que le fait que tu puisses aimer Plague Tale 2 et tu seras un gars quasi parfait. Hein. C'est dommage, hein. Tu vois, t'étais à ça, à un Plague Tale 2 d'être absolument irréprochable. Voilà, mais c'était en phase. C'était en phase. Parce que cette phrase-là, fallait la sortir sans quand même qu'on l'ait... Mais non, oui, non, Clémentine. Clémentine, bien sûr. Coup dur pour GTA V qui va perdre ses deux personnages d'un coup. Hein. Michael De Santa, John Marston. Il n'y aurait pas eu Red Dead 2, je vous aurais dit Michael De Santa. Red Dead 2 a fait que John Marston, pour moi, est au-dessus. Michael De Santa est le meilleur personnage de GTA V parce que c'est celui qui a le plus de profondeur. Sa tristesse, rien que le fait d'aller chez le psy, d'être riche et de mettre justement ce stéréotype de je suis riche, j'ai réussi ma vie, j'ai une grande baraque, mais ma gamine va se lancer dans le porno, mon gamin c'est un squatter qui se défonce au bang, ma femme me trompe avec le prof de yoga, j'ai plein de thunes mais je suis pas heureux. C'est Michael De Santa est l'anti-American Dream par excellence, du style t'as plein d'argent, tu vas pas être heureux parce que c'est pas ça qui te rend heureux. C'est un amoureux du cinéma, c'est un mec qui a vécu tellement de choses difficiles, qui a un fils qui est con comme une chaise et qui va prendre justement sous son aile un peu comme The Son He Never Had, c'est lui qui le dit d'ailleurs, hein. Le fils qu'il a jamais eu, donc Franklin. Michael De Santa, c'est le personnage qui se rapproche le plus du rockstar qui sait écrire des choses intéressantes dans le sérieux et l'émotion et le facteur triste. C'est un personnage qui est profondément triste, Michael De Santa. Du même principe que Nico Bellic, ils avaient déjà fait avec lui, John Marston, Arthur Morgan. Michael est un personnage que tu pourrais retrouver dans Red Dead, je trouve. John Marston, c'est le outlaw solitaire, c'est le hors-la-loi, le cow-boy qui, dans Red Dead 1, fait tout pour revoir femme et enfant et puis qui va avoir une fin brutale. Dites-vous que John Marston, pour moi, ça a été le premier vrai choc que j'ai eu dans un jeu vidéo.
J'avais joué à quasiment tous les GTA. J'étais habitué à ce que dans GTA, ton personnage survive. Là, à la fin, on me le bute et on me fait jouer son fils alors que je pensais que le jeu était terminé. Très, très, très compliqué pour moi à gérer de me dire, attendez, il est mort. Et ça a été un de mes premiers vrais grands chocs de jeux vidéo. De me dire, ah mais attends, c'est du Rockstar, il est pas censé crever le mec. Qu'est-ce qui se passe là, c'est le personnage principal. Donc, bon, hormis ça, dans le premier, ça reste un mec charismatique, mais dans l'idée d'un rockstar. John Marston dans Red Dead 2 a un glow-up qui est même pas, comment dire, euh, descriptible. On passe d'un personnage, voilà, père de famille, cowboy, pas lambda, charismatique, mais voilà, à, euh, à un mec qui a un gamin qui il s'en occupe pas, des difficultés de mariage avec sa femme où ils s'entendent pas, laissé à moitié mort d'ailleurs, et puis on sent que John Marston c'est un gars de confiance, vraiment, mais un gamin, c'est un mec qui a pas de, voilà, qui prend pas forcément toujours les bonnes décisions, peut-être un peu simplet aussi sur les bords, hein. Dans Red Dead 2, John Marston, c'est pas non plus une flèche, mais alors, qui va avoir un traitement sur la deuxième partie du jeu avec Arthur qui est tellement fascinante que la transition et la transmission de pouvoir et de force entre Arthur et John est l'un des meilleurs moments de jeu vidéo que j'ai pu vivre. Voilà. L'un des meilleurs moments, quand il passe le chapeau comme ça, c'est les frissons. Tu sais qu'Arthur, il estime John Marston. Et à partir de ce moment-là, même si toi, John Marston, tu le connais parce que bah forcément, quand tu as joué à Red Dead 1, c'est le personnage que tu as envie de revoir, tu as tellement eu d'affection pour Arthur que là, tu te dis, putain, mais c'est du gala, quoi. C'est voilà. C'est l'enlèvement de Jack et le personnage de Arthur qui vont le faire changer. Ouais, parce que c'est au moment où Jack est enlevé que John et Arthur vont vraiment commencer à devenir proches. Et John Marston va se découvrir à ce moment-là aussi beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mature. Il va choper énormément de maturité. Le You're My Brother, I Know, ouais, il est exceptionnel ce passage-là. C'est tout l'héritage d'Arthur, tout ce qu'était Arthur en bon, en humain, et parfois aussi en plus difficile. Tout cet héritage-là, c'est devenu le John Marston qu'on a par la suite. Et c'est exceptionnel. L'épilogue où avec John Marston, tu construis ta grange et où tu finis c'est tellement satisfaisant pour le joueur. Car en fin droit, même s'il sait que ça va pas durer, a un peu de plaisir, un peu d'émotion, un peu de bonheur, après un jeu qui est particulièrement difficile quand même. Donc c'est compliqué parce que c'est deux excellents personnages en fait, hein. Cette scène entre deux, c'est les retrouvailles entre CM Punk et John Cena Elimination Chamber. Ouais, sauf que ça trahit pas l'autre à la fin, quoi. Il n'y a pas de heel turn, mais c'est un peu l'idée. Mais ouais, non, John Marston, Michael DeSanta, c'est deux personnages tellement, tellement bien écrits. Vous savez quoi? Je vais voter Michael. Pour le principe qui est John Marston est un excellent personnage, mais John Marston est un excellent personnage en grande partie car Arthur le fait devenir un excellent personnage. Michael, l'avantage qu'il a sur John, c'est que Michael, il a une écriture seule qui se suffit à lui-même pour devenir un grand personnage. Donc moi, j'adore les deux, mais au moins je me dis, Michael, tu m'as donné de l'inédit. John, Arthur t'a fait devenir grand. T'es devenu grand grâce à ça, donc je vais quand même voter Michael. Hop, allez. Je suis en train de me régaler la panse comme un putain de goret. Oh, c'est un scandale. Non, non, non. Por favor, Montoya. 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 Montoya, por favor. Toute ma vie, j'aurai un manque de chat. Toute ma vie, putain. Tu étais l'élu, c'était toi. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Une chance sur 32, frère. T'avais une chance sur... Pourquoi tu me mets tout le temps dedans? Pourquoi tu me mets tout le temps dedans? T'as une chance sur 32, frère. Une chance sur 32 qui tombe l'un contre l'autre. Non. Non, c'est bon, arrêtez. Une sur 32. Pourquoi tu me l'as pas mis contre n'importe qui d'autre? Putain, il y a Caitlyn de The Quarry après. Tu pouvais pas me mettre Arthur Morgan? Voilà pourquoi les Woufoufou, c'est de la merde. Mais Soul, un jour, Soul, je vais le souiller, hein. Je vais le souiller. C'est lui qui m'a découvert ce truc à la con, là. Voilà pourquoi je disais dans l'intro, de temps en temps, vous avez vos finalistes ou votre finaliste qui sort au premier tour. Joël et Arthur, pour moi, c'est une demi-finale. Vous me les mettez au premier tour, alors qu'il y a 32 personnages. Putain de bordel de merde. Non, c'est trop gros. C'est trop gros. Vas-y, Soul, je te retrouve. Tu es foutu. Non, mais je me barre, mais vraiment. Mais non, mais... Putain, Joël contre... Non, mais vas-y, c'est abusé. Tour 32, frère. Bon, bah, Joël, bah voilà, Joël, on en a parlé avec Ellie. Puis on en parle tout le temps. De toute façon, on parle de Last of Us sans arrêt en ce moment. Vous savez ce que je pense de Joël. Arthur, vous savez ce que j'en pense aussi. C'est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur personnage de l'histoire du jeu vidéo. Peu importe ce que t'en fais, même si pour moi, hein, je sais pas si c'est une hot take, mais Arthur, tu ne peux pas en faire un méchant, personnellement. Il te laisse le choix dans le jeu. L'écriture d'Arthur et tout ce qu'il vit et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il traverse et toutes les séquences qu'il y a fait que pour moi, c'est impossible de faire en sorte qu'Arthur ce soit un bad guy. Ça peut être intéressant pour le gameplay de voir un peu les changements de scénario, mais pour moi, c'est impossible de Arthur en faire un méchant, tellement ce serait pas raccord avec tellement de scènes qu'il va avoir qui sont ultra puissantes. C'est celui qui va donner toute l'humanité à Joël. C'est l'humanité d'un groupe qui est voué au chaos. C'est un homme qui a été trahi et manipulé tout le temps par des gens qu'il considérait, qu'il estimait, qu'il aimait, mais qui va finir par faire les choses bien parce que, voilà, elles doivent être faites à l'instant T. C'est quelqu'un dont le karma finit par le rattraper aussi, de par sa maladie. Je pense qu'il y a un truc qui s'en dégage là-dedans, où évidemment, du côté d'Arthur, bah, il y a une rédemption énorme qui se fait au fur et à mesure du jeu. Et puis, Arthur Morgan est le symbole, pour moi, que les gentils ne gagnent pas à la fin. Tout simplement. Tu peux dire qu'Arthur a quand même eu des victoires vis-à-vis de Sadie, vis-à-vis de John, le fait de mettre John à l'abri, etc. Tout ça, il a eu des victoires. Mais c'est le principe même que quelqu'un de bien, de bon, ne gagne pas à la fin, malheureusement. Parce que pour Arthur aurait pu avoir une fin beaucoup plus douce, finalement, que ça. Où, je veux dire, c'est vis-à-vis de Dutch, Maïka, etc. Tout ça, c'est quand même très, très, très difficile. Donc, c'est vrai que il a eu, finalement, sa victoire de par ce qu'il a accordé aux autres. Mais tu vois, je crois que l'envie d'Arthur de bouger, et puis de vivre au calme, d'avoir quelque chose de paisible, et que c'est un personnage qui est tellement profond. Sa femme, son fils qui sont morts. C'est un personnage qui a tellement subi, pareil, d'épreuves, qui est tellement profond, qui est tellement riche, dense. Oui, Arthur Morgan est un meilleur personnage que Joël. Oui, j'adore Last of Us. Arthur Morgan est un personnage, je pense, plus travaillé, qui a tellement oui, avec des similitudes à Jax. Bah, de toute façon, Red Dead 2, c'est le Sons of du western. Hein. Je veux dire, globalement, c'est Sons of Anarchy. Tu remplaces les chevaux par des motos, et c'est ça. Hein. C'est-à-dire, Dutch, c'est quand même vachement Ron Perlman. Derrière, Jax, tu peux prendre un second couteau qui va prendre comme un frère d'âme. Ça pourrait tout à fait être John. Moi, je l'avais vu assez vite. Mais... Arthur m'a tellement touché, il y a tellement un truc qui se fait vis-à-vis du spectateur, puis la richesse d'écriture pour du rockstar, du coup, qui devient vachement plus réaliste, c'est énorme. Après, Joël, c'est l'image de la rédemption quasi parfaite aussi. Je veux dire, c'est un mec qui perd sa fille, qui devient extrêmement bourru, qui va se retrouver dans le genre de...
du personnage qui va se retrouver père alors qu'il ne l'imaginait plus et d'une relation père-fils, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Très clairement, hein, Joël a une écriture là-dessus qui est exceptionnelle. Joël, ne baissons pas les bras quand même. Joël, de par ce qu'il fait avec Ellie à la sauver alors que peut-être elle pouvait sauver le monde, Joël, de par son action et donc son trauma, son arc narratif, pose peut-être la plus grande question que le jeu vidéo est rarement posée, peut-être pas celle qui est peut-être pas la plus importante, mais une des plus importantes. C'est Joël. Le débat que propose Joël sur sauver ou non Ellie est un débat sans fin. Preuve de l'écriture exceptionnelle qu'il a et de l'écriture géniale de Last of Us. Voilà, il sauve son humanité, il sauve Ellie, une enfant, là où il n'avait pas pu sauver sa fille non plus. Il y a ça à prendre en compte. Mais comme dit Preach, il sauve pas l'humanité. Mais on peut se poser la question, l'humanité, elle, mérite-t-elle d'être sauvée, étant donné le stade où on en est dans Last of Us? Peut-être que non. Est-ce que la faute, c'est la faute du médecin qui aurait peut-être pu prévenir que si Ellie, le sérum et le vaccin, on pouvait le prendre, il fallait la tuer pour l'obtenir? Tellement de choses comme ça. T'aimes pas Red Dead, Renaud? Red Dead, on ronfle devant. Mais après, en vrai, il joue à PUBG, tu vois, donc... La culture, c'est la culture de l'instant du mec, en fait, alors que Renault, il fait des tas de jeux qui sont trop cool, mais ça va devenir mon leitmotiv de dire, après, en vrai, il joue à PUBG, tu vois, donc bon, il connaît pas le jeu vidéo, alors que Renault, genre, à mon avis, en termes de JV, il me fout droit très clairement, mais je suis choqué, Renault, que t'aimes pas Red Dead. Comment, Renault, tu peux pas aimer Red Dead, sachant que t'aimes bien les jeux où il y a de la narration de fou, ou genre, il parle de Soul et Flaco. Ah, ok! Ah, j'ai eu peur. Bien sûr que si, j'ai même relancé ce que Soul m'a dit sur... Ah oui, bah oui, non mais, alors oui. Après, Soul, en vrai, les remarques que je faisais sur Renault, peut-on les mettre à Soul? Je pense peut-être. Soul, c'est vrai qu'en même temps, lui, Soul, Floki, Flaco, c'est vrai que c'est à un moment donné, s'il n'y a pas 14 explosions d'un coup. Après, en même temps, Soul, je pense qu'il aimerait bien. Le truc, c'est que de toute façon, il a des. Soul, les lives qu'il fait durent jamais de plus de 55 minutes parce qu'il rage quitte au bout de 50. Donc tu peux pas. Ah ouais, je croyais que tu disais ça, Renault, par rapport à toi. Oui, non, bah d'accord, ok, oui, parce que je me disais, putain, Renault, j'étais quasiment sûr que je l'avais vu sur Red Dead. Comment il peut ne pas aimer, Red Dead, Renault? Ah oui, non, ça me rassure, quand même. Parce que Renault, en termes de culture JV, il en a une. Alors, il n'y a pas qu'en culture JV qu'il en a une grosse. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mais quand même. Le gars qui lance The Last of Us 2 en réalise sur sa première run. Ouais, mais ça, après, c'est trop drôle. Moi, en vrai, Soul qui joue. Soul, j'attends juste qu'il refasse un live là et qu'il refasse une run en réaliste, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, là, par contre, il a été costaud. Hein. Il a été costaud parce que il a quand même beaucoup joué à Last of Us. Faire des lives qui durent 9 heures pour passer un truc, moi, ça fait longtemps que j'aurais allumé la clope. Hein. Donc, ouais, non, Arthur et Joël, bah, c'est. Je vais voter Arthur parce qu'effectivement, je pense qu'Arthur. L'épopée est tellement énorme et il transmet tellement de trucs qui durent jeu après jeu. Alors Joël, tu me diras, c'est la même chose. Mais je pense qu'Arthur a un truc un truc en plus. Mais c'est terrifiant parce que Joël, normalement, c'est une demi-finale. Joël, à aucun moment, je le sors au premier tour. C'est au moins demi-finale. Mais Joël, non. Joël, c'est vrai que dans son côté brut de décoffrage, qui va se trouver une humanité, une tendresse, le passage qu'il y a avec le tyrannosaure avec Ellie, c'est peut-être mon passage préféré de tous les jeux vidéo. Je pense. En termes d'émotion, je pense que c'est un de mes... Voilà, et c'est très acté sur l'émotion que me font ressentir les deux, encore plus quand t'as envie d'avoir une gamine plus tard, etc. Tu vois. Mais bon, oui, Arthur Morgan est devant. Maintenant, putain... Vous vous rendez compte qu'on a sorti Joël au premier tour, quoi. Eh, Roawin! Eh, y'a Connor, Roawin! Non, mais là, même j'aurais mis Pikachu en face, Roawin, elle aurait voté pour l'autre. Roawin, je suis sûr que je lui mets un tyrannosaure de Jurassic World Evolution 2, elle prend pas Connor. Abby, qu'est-ce qu'elle est belle, Abby, sur cette photo. C'est vraiment une belle femme, Abby. Hein. Abby Anderson ou Connor Kenway. Abby, eh bah, écoutez, Last of Us, encore une fois. Bon, là, le débat va être rapide. Hein. Abby, bon, bah, c'est un twist exceptionnel dans un jeu, mais qui est... Enfin, moi, je leur dirai jamais assez, mais la capacité de Neil Druckmann à
envoyer le spectateur sur une piste improbable qui est, écoute, la personne qui a tué Joël, on va te la faire jouer tout le reste, et non seulement tu vas être dégoûté de la jouer au début, mais tu vas commencer à l'apprécier au fur et à mesure, tu vas comprendre le bail, tu vas voir les choses différemment, tu vas peut-être te demander si Joël, c'est pas le méchant, et puis tu vas avoir de l'empathie pour elle, et au final, tu vas avoir envie qu'elle survive, et puis tu vas te rendre compte que c'est un personnage extraordinaire. Réussir à faire ça en un jeu, alors que c'est celle qui bute Joël, qui était l'icône de Last of Us jusque maintenant, c'est c'est très très fort. Réussir à faire se dire au spectateur, mais en fait, attends, Owen, Manny, Abby, tout ça, c'était des bons gars. Ils sont tous morts là, mais ça fait chier parce qu'en fait, attends, j'ai appris à la découvrir et tout. Ah oui, oui, Abby potentiel demi-finale. Selon contre qui elle tombe, Abby est un personnage extraordinaire. En face, t'as Connor. Et alors, faudrait que je refasse Assassin's Creed 3 parce que là, blague à part, en dehors d'eux, parce que je sais que. Oui, il y aura une rediffusion, Quentin, très probablement sur YouTube, sur ma chaîne secondaire, dans la semaine qui arrive, là, je pense les mettre. Connor, pour que je réexplique le concept, j'ai pas rejoué depuis longtemps. Donc, j'aurai pas les mêmes griefs que peut avoir Roi Win sur lui, qui sont des griefs infondés de toute façon. Hein. Je pense que son Connor, c'est la Amicia de Preach, hein. C'est qu'ils ont pas compris le jeu. C'est vraiment le fils. Quand un fils de. C'est le roi des fils de pute. Mais non, mais Connor, moi, pourquoi j'ai bien aimé? Parce que, alors déjà, le concept de faire un Assassin's Creed avec l'indépendance américaine, la Boston Tea Party, tout ça, machin, bon, c'est une période historique qui me plaît énormément. Mais moi, j'ai bien aimé cette idée d'inclure les assassins dans un personnage où tu vas le rencontrer jeune, où tu vas suivre tout son développement. Et rien que l'idée, qui fait partie de la narration du personnage, qui est d'avoir un Amérindien qui va voir, je crois, sa famille mourir, son campement brûler, alors que tu apprends à avoir de l'empathie pour lui. Je me souviens des passages où tu vas chasser ceci, cela, où concrètement, tu as cette chose-là qui est vraiment hyper riche et hyper intéressante à suivre. Le voir ensuite devenir un assassin, et puis tout le traitement qui est quand même vachement fort, avec son véritable père qui va devenir la rivalité, l'antagoniste, et puis justement, où là, il y a une valeur, une histoire, et où quelque chose qui s'ensuit, et ben, qui est vraiment bien trouvé dans la notion, fait que moi, Connor, ça a été un personnage où, non seulement je l'ai trouvé bien écrit et avec une histoire qui était séduisante, mais en plus, moi, qui m'embarquais dans une aventure où tu me mets dans l'Amérique de cette époque-là, avec cette indépendance, et puis Boston, New York, toute cette phase vraiment, tu avais rarement vu dans un jeu vidéo à l'époque comme ça, et puis que tu l'emmènes là-dedans, et que par son prisme à lui, tu vas retravailler l'histoire, comprendre l'histoire, et faire cette jonction entre réalité et fiction. Moi, j'ai trouvé ça super cool à suivre, quoi. Et tout part aussi de Connor, parce que cette histoire-là, apprendre l'histoire, ça va être aussi une dualité entre un père et un fils, et un traitement profond sur ces deux-là, où moi, j'ai bien aimé. Après, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait le jeu qui m'avait marqué. Je peux pas vous dire. Ça se trouve, je le referai aujourd'hui. Je serais peut-être d'accord avec Roawin en disant il a des actions un peu stupides. Ce qu'il fait, c'est pas cohérent, machin. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça, je peux pas vous dire malheureusement. Maintenant, moi, je sais qu'à l'époque, ça m'avait pas marqué ou pas choqué du tout. Que je trouvais que c'était assez compréhensible parce que c'était un jeune. Pas oublier non plus que Connor, je suis même pas sûr qu'il ait 20 balais hein, quand il devient assassin, etc. C'est un jeune qui a subi énormément d'aventures, qui est très brut de tégoffrage, qui est très, peut-être, comment dire, instinctif, très dans l'instant. En revanche, ça peut s'expliquer aussi par l'âge qu'il a, par ce qu'il a vécu, et sur le fait que si on avait fait un autre jeu ou d'autres DLC ou autre chose avec lui, il serait peut-être devenu un personnage très emblématique parce qu'il aurait gagné la maturité que lui a offert le jeu et la suite des choses. Donc, le fait qu'il soit très énervé et beaucoup trop... ça s'explique par rapport à tout ce qu'il a vécu, quoi. C'est surtout qu'il n'a pas été éduqué comme un assassin. Mais c'est ça qui, pour moi, est hyper intéressant. C'est cool d'avoir des assassins qui sont d'office des assassins ou machin. Mais lui, le fait qu'il ne le soit pas et qu'on ait je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir, tu vois, mais c'est ce qui faisait que j'avais bien aimé Creed 3. Alors vous allez me dire, ça n'a aucun sens, mais un boxeur comme Jonathan Majors, qui n'a pas été éduqué comme un boxeur, qui est juste un brawler, etc., machin, mais qui a un tel charisme et qui a un tel développement où le mec, il peut en prendre plein la tronche et qu'il est tellement pas attendu là qu'il en devient atypique, étonnant, détonnant et
et du coup pertinent pour le spectateur, moi j'aime bien, tu vois. Ah ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Creed 3 tout de suite, tu vois. C'est genre, dans un monde de boxeurs, on a un mec, c'est juste un immense brawler, il a rien à foutre là, mais dans le contexte, ça rend les choses intéressantes. Là, c'est pareil, on a un mec très brut de décoffrage qui a rien à faire chez les assassins, pas éduqué tel quel, mais qui va quand même s'y retrouver et offrir une nuance, je trouve, au rôle voilà. Et puis en plus, quand il est face au rôle de son père, qui est très compliqué. Donc, moi, j'aime bien Connor, pour toutes ces raisons-là, qui, je pense, s'entendent. Maintenant, après, il faudrait que je refasse le jeu pour voir s'il a que des décisions de teubé, tu vois. C'est comme Jack dans Lost. Ah, c'est sûr, hein, Roawin, que si en fait Connor, c'est comme Jack dans Lost, je pense qu'à mon avis, les décisions de Bebe, il y en aura quelques-unes. Le pire, c'est que le parallèle est bon. Ouais, non, mais ça n'a aucun sens, hein, mais... Tout le monde passe tout le jeu à lui dire les termes, et lui, il se comporte comme un vinyle rayé, ça me rend ouf. C'est un gamin. Après, Ezio non plus, il n'était pas un assassin de base, il était beaucoup plus âgé, il était pas beaucoup plus âgé que Connor, et pourtant il sait se servir de son cerveau. Oui, mais ils n'ont pas le même vécu. Ils n'ont pas le même vécu. Après, je veux dire, je dis pas que Connor, ça se trouve, il est buté, et ça se trouve, moi, ça me plairait encore plus de voir cette nuance-là non plus, tu vois. Mais je veux dire, Ezio, il a beau avoir peut-être un passif difficile, Connor, je pense qu'il a un passif qui est extrêmement compliqué. En plus, lui, il est amérindien, donc tu sais, il y a des trucs de racisme, ceci, cela, qui peuvent potentiellement s'expliquer aussi, parce que bah, il a une époque où ils se font tous déchirer la tronche, donc il a un passé énorme, son père lui souhaite pas plus de bonheur. Je trouve que ce côté buté entêté-là, il peut se comprendre derrière, quoi. Il peut se comprendre derrière. Donc moi, c'est pour ça que ça me dérange pas. Je veux dire qu'il soit toujours un peu buté, entêté, tout ça, ça me dérange pas. Bon, on vote Abby quand même, évidemment, parce que Abby, voilà, c'est extraordinaire. Mais moi, Connor, j'aime bien. Moi, je peux pas vous dire que j'aime pas. Oh, John Célestin de la balle au panier. Il est là, personne ne l'attendait ici. Et pourtant, il est là. Casquette hot dog sur la tête, les tatouages, la coupe de cheveux, la beubare. Il est là. Alors là, je vote pour lui. Désolé, Nathan, rien à foutre. John Célestin de la balle au panier, présent dans ce top 32. L'homme qui nous a fait vibrer pendant presque une année entière, avec des performances stratosphériques. Ce mec était en 75, 25, 20, champion NBA dès sa première saison, MVP. C'est le Big Célestin. En vrai de vrai, je le mets parce que bah, comme il y a toute une histoire et un scénario maintenant dans les 2K qui était plutôt cool, bah, c'est drôle parce que ça a du sens. Mais qu'est-ce qu'on s'est régalé avec John Célestin de la balle au panier quand même. Qu'est-ce qu'on s'est régalé avec John Célestin de la balle au panier. Non, vraiment. Non, je vous le dis. Non. Attendez. Les moments cultes, quand même, où ce mec-là allait faire du skateboard avec des casques de hot dog, où il faisait du rap, vous vous souvenez, le MC et tout, direct, où ensuite il était carrément à faire comment dire, des perfs de zinzin, puis le lendemain, il allait faire des défilés fashion. Alors, c'était incroyable. Faut pas oublier son cousin, évidemment, mon Cebu, t'as bien raison, Sean Penalty. Il est pas dans le top 32, Sean Penalty. Mais Sean Penalty aussi nous avait fait vibrer hein, sur FIFA. En vrai, si c'était Connor en face. Mais moi, je pense que moi, là, en vrai, je pense que je vote John Célestin. Hein. Pour le kiff, je fais passer un tour à John Célestin. Hein. Vraiment. Hein. Ça donne quoi les votes? 10 pour Nathan. 5 seulement pour John Célestin. Qui sont les 5 qui ont voté pour John Célestin? Il y a que 5 votes pour John Célestin de la balle au panier, les gars. Non, mais franchement, sans déconner. Non, après, Nathan, c'est un... Alors... Moi, j'ai toujours le même concept de dire Nathan Drake. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment sympa, qui est hyper bien écrit à partir du 2, 3, 4, surtout dans le 4e. Même le 2, moi, c'est le 2 et le 4 qui m'ont profondément marqué dans l'écriture. Le 3 est bon aussi. Le 1, bon, j'ai un peu de mal, moi, avec le premier. Mais Nathan, c'est un personnage qui a quand même voilà, énormément de charisme. Son duo avec Sully est excellent. Dans le 4, comme les configurations sont beaucoup plus familiales, etc., on voit que Naughty Dog, ils ont commencé à écrire des choses de plus en plus pertinentes et que on a de l'avancée aussi dans le gaming par rapport aux anciens. Ils se permettent plus de choses, plus de temps de jeu, plus d'émotions et avec la scène finale, notamment. Hein. Oui, c'est vrai que Nathan Drake est un personnage emblématique. Je pense que de tous les... du côté aventurier, après il y en a d'autres. Hein. T'as Lara Croft, etc. Machin. Moi, Lara Croft fait pas partie de mon top 32 parce que globalement, j'ai pas eu l'occasion de jouer à beaucoup de Lara Croft et j'ai pas eu particulièrement d'affinité émotionnelle avec. J'en ai plus avec Nathan. Nathan et Lara Croft sont pour moi les deux meilleurs personnages de jeux d'aventure. Quand tu penses jeux d'aventure, Lara Croft, Uncharted, Nathan Drake.
Donc voilà, c'est un personnage qui est vraiment excellent et qui a, bah pareil, lui, une évolution qui est intéressante avec des personnages secondaires autour de lui qui gravitent et qui sont eux aussi bien écrits, pertinents et qui l'emmènent sur des questionnements humains au-delà de l'aventure qui sont intéressantes. Mais est-ce que lui, il fait des battles de rap avec des casquettes hot dog? Non, je vote John Célestin de la balle au panier. Voilà, je vous le dis. Très clairement, j'en ai rien à foutre. John Célestin passe un tour. C'est normal, c'est goulu. Nathan Drake, il est pas en 75-20-20 sur un terrain de basket en jouant 47 minutes. Ok les gars? Ça, c'est mon John Célestin. Il y a que lui qui fait ça. Il y a que lui qui sait faire ça. Donc rangez votre Nathan, les gars. John Célestin, vous avez eu cette chevelure, ces tatouages, le pec est bandé. Et c'est tout ce qui me plaît. C'est tout ce qui me plaît. Carl Johnson ou Johnny Silverhand? Pas trop de débat là. Pas trop de débat. Carl Johnson, c'est un bon personnage de l'époque. Dans le sens où Carl Johnson, rien que le fait de revenir à Grove Street et gérer Grove Street, etc., de voir énormément de gens le trahir, sa mère est morte, il revient à cause de ça, la jonction qu'il va y avoir avec sa sœur, l'amitié qu'il va avoir avec César, tout ça. Et puis c'est emblématique parce que c'est GTA San Andreas. Donc ouais, Carl Johnson est devenu culte, la répartie, les répliques, etc. Oui, Carl Johnson, du coup, tu écris GTA San Andreas aujourd'hui, Carl Johnson peut être un des meilleurs personnages ever du jeu vidéo. Hein. Parce que forcément, tu vas avoir avec la technique qu'on a aujourd'hui, les scénaristes qu'il y a, etc. On n'est plus à l'époque d'il y a 20 ans où c'était plus difficile, tu vois. Donc Carl Johnson, je pense que voilà, c'est un bon personnage qui m'a marqué parce que GTA 5 m'a marqué, mais GTA San Andreas, pardon, mais qui reste quand même assez lisse dans l'ensemble parce que finalement il n'est pas tant développé que ça. Johnny Silverhand, hey, quand même. Lui, d'un point de vue richesse d'écriture, créativité, capable de parler au spectateur en même temps qu'au personnage, etc. La relation très particulière qu'il va avoir avec V, et puis tout ce qui s'ensuit sur des segments emblématiques, même lui qui va être profondément travaillé, des segments où on peut le jouer. C'est initial, c'est JS, il passe. Bah, en plus, Johnny Silverhand, JS, Johnny Sins, c'est obligatoire. Le même prénom d'ailleurs, mon Renault. Hein, lui aussi, c'est Big G. Hein. Donc, non, évidemment, Johnny Silverhand passe. Là, il n'y a pas de débat, en fait, entre Carl Johnson et Johnny Silverhand. Kenny Reeves, il fait un travail exceptionnel là-dessus. J'ai failli mettre Idris Elba, mais j'ai quand même eu beaucoup plus d'affect pour Johnny Silverhand, qui, pareil, lui, il a un vécu énorme. On sait qu'il a un passif avec beaucoup de personnages qui sont encore en vie, eux, qu'on va découvrir, et qui impliquent beaucoup de choses sur le spectateur. Et puis, soyons honnêtes, c'est un jeu à choix. Tu peux avoir des bonnes fins, des moins bonnes fins. La plupart du temps, les fins que tu vas choisir, c'est aussi en fonction de Johnny. Si tu as envie d'être plus corpo, ça va pas être très Johnny Silverhand accurate. Par contre, destituer l'institution, des choses comme ça, etc., être un peu plus brut de décoffrage. Enfin, tu sais que, je pense, et c'est ça la richesse du personnage et du jeu, c'est quand tu arrives justement à te dire, en fait, le personnage me parle tellement que je vais essayer d'aller dans son sens parce que j'écoute ce qu'il me dit, ça m'influence. Et donc c'est vachement bien, voilà, c'est une pierre angulaire. Donc oui, Johnny Silverhand, évidemment, est un personnage d'une écriture géniale. On peut pas développer, il y a 32 personnages, pour faire un woufoufou comme ça, faudrait un live de 10 heures pour les développer en profondeur, chacun des persos. Mais dans l'idée d'une petite analyse quand même, oui, je pense que Johnny Silverhand est au-dessus de Carl Johnson. Pas si évident que ça. Joshua Washington ou Léon S. Kennedy. De base, je dirais Léon. Léon, c'est un bleu quand il arrive dans Dans Resident Evil. Dure première journée de boulot pour lui d'ailleurs. J'aime bien l'évolution qu'il a au fur et à mesure. Le Léon que tu retrouves dans Resident Evil 4 n'est pas du tout le même. Beaucoup plus charismatique, beaucoup plus froid. Il vit des choses qui sont hyper difficiles. Moi, j'aime bien ce côté charismatique de Léon par la suite, et même le côté bleu, où justement le traitement avec Ada, etc., machin, est hyper fort. Cela dit, c'est particulier parce que les Resident Evil, autant les personnages peuvent être intéressants, c'est pas non plus là où on va les écrire d'une façon les plus pertinentes. Joshua Washington est peut-être
beaucoup plus, comment dire, Joshua est peut-être beaucoup plus anecdotique dans l'histoire du jeu vidéo, je veux dire. Dans l'histoire du jeu vidéo, tu retiens Léon, forcément, c'est un personnage, voilà, parce qu'il y a le côté aussi, tu jouais à l'époque, c'était iconique, même si t'avais pas beaucoup d'écriture, c'était déjà sur PS1, t'étais là-dessus, machin, c'était une dinguerie. T'as le côté, comme dit The Man, ouais, ultra iconique. Josh, en revanche, je trouve que son écriture, mais moi je vais t'en envoyer des nudes, Bart, ça t'inquiète pas. Je vais t'envoyer des choses extrêmement bandées, même malgré toi, tu vas prendre des photos, je te le dis. Non, c'est sûr. Comment ça va, mon Bart? Mais non, Josh, je trouve qu'en termes d'écriture et d'originalité d'écriture, il est vachement plus intéressant. Josh, c'est quand même un mec qui va perdre ses sœurs, qui revient à cet endroit-là, qui va faire un mind game psychologique, un jeu d'horreur avec les autres qui est terrible, où ça va lui retomber dessus, devenir un Wendigo, complètement être pris par sa folie, machin, tout ça, à tel point qu'il va en perdre la raison. Et enfin, il y a quelque chose de super glauque, quoi, dans Josh. C'est un psychopathe avant l'heure qui ne l'est pas vraiment, mais qui va totalement désorganiser le truc, mais en même temps où ça va lui retomber dessus. Enfin, moi, je kiffe vraiment le procédé, en fait, de décrire un personnage comme ça. Je le trouve glauque, extrêmement border et très... comment dire? Presque choquant, mais d'une intelligence folle. Démystification de l'aura du psychopathe de slasher et c'est la mise en perspective des actions des autres protagonistes. Ouais, voilà, c'est ça. Lui, il va mettre en exergue tout ce qu'ont fait les autres, finalement, à l'encontre de ses frangines, aussi. Et parce qu'on sait qu'il a une histoire qui est dramatique, hein. Et c'est vrai que, ouais, moi, c'est l'icône ou l'écriture, là. J'ai tendance à dire... Je préfère, en point de vue de personnage, je préfère quand même Léon, mais je salue l'écriture de Josh parce que il y a quand même des steps là-dedans, un retournement dans le cerveau du spectateur. Until Dawn est comme ça de toute façon. Hein. C'est pas, attention, le seul personnage que vous allez retrouver dans ce Wufoufou vis-à-vis d'Until Dawn. Mais ouais, je vais voter Léon, mais moi j'aime beaucoup ce que fait Josh et j'aime beaucoup ce qu'ils ont travaillé sur cette entrée dans la folie ultra triste et qui va complètement lui causer sa perte, quoi. Complètement causer sa perte et sa décadence. Ah bah voilà. Voilà, comme ça au moins c'est acté. Nico Bellic ou Samantha Giddens, Hayden Panettiere, donc de Until Dawn, que je pense le personnage le plus intéressant, le plus les pieds sur terre, d'Until Dawn. Alors bon, le vote va évidemment à Nico Bellic, parce que Nico Bellic, faut pas oublier un truc. Je vais essayer sur les derniers tours d'aller un peu plus vite, parce que je suis censé finir le stream à 17h. Oui, je crois. Ouais, je suis censé finir le stream à 17h pour aller à la salle. J'ai pas spécialement envie d'être en retard. Mais Nico Bellic, bah, c'est la première fois que on a dans GTA un personnage sérieux, froid, torturé, dans une ville sombre, glauque, presque sans humour. Il n'y a pas beaucoup de passages, en fait, border comme GTA. Et on arrive déjà, avec GTA 4 et le personnage de Bellic, dans des prémices de ce que sera ensuite l'écriture des Red Dead, etc. Des choses que j'aimerais voir aussi dans GTA 6 quand GTA 6 sortira. Donc Nico Bellic, effectivement, pour moi, c'est le premier sans faute de GTA dans un univers où il faut écrire quelque chose de froid, de sérieux, presque de sans espoir, parce que malgré tout, tu fais au fil des missions ou au fil de ce qu'il vit, etc. C'est quand même l'envers du décor de New York. Et en face, t'as Samantha Giddens, qui est, je trouve, le personnage le plus intéressant d'Until Dawn après Josh. Le plus agréable à suivre, le plus les pieds sur terre, le moins slasher en fait. C'est pas négatif, parce que Until Dawn, The Quarry ou autre, ça reste des slashers pour ados de base.
mais avec des personnages qui sont bien travaillés, bien développés, je trouve. Les personnages, il y en a toujours un ou deux qui a une certaine profondeur, qui l'emmènent au-delà du slasher à la con, où ils sont juste à poil et ils font rien d'autre, quoi, comme dans le slasher traditionnel. Sam, ça en fait partie. C'est un personnage qui a une vraie profondeur, elle aussi qui a du vécu, qui n'était pas forcément en accord avec les événements qui avaient amené à la disparition des deux frangines avant, qui est droite, sérieuse, qui est une vraie survivante, une vraie battante. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage-là aussi. Un personnage humain, ouais. Et puis qui a une relation voilà, particulière avec Josh, où tu te dis, c'est d'autant plus triste ce qui arrive à Josh quand tu vois le lien qu'il a avec Samantha. Alors je vais quand même voter pour Nico Bellic, mais c'est vrai que c'est un personnage qui méritait d'être étudié. Ouf. Oh le duel des persos secondaires de Zinzin là. Ouais. C'est bien fait, Woufoufou, quand même, hein, parce que Sadie contre Tommy, bah ça a grave du sens. Ça a grave du sens. Les duels qu'on a eus, là, c'est des duels de Tarba, hein, mais qu'est-ce qu'elle est belle, Sadie, sur cette photo, mon Dieu, c'est magnifique. Hein. C'est... ouh là là là. Tommy, c'est le sidekick, le frérot qui va avoir énormément d'influence sur Ellie, qui joue pas le rôle du père, mais quand ils sont en froid avec Joël, le rôle de celui qui va quand même être à l'écoute d'Ellie, etc., qui va avoir une ambition forte, de l'aider, de l'éduquer, etc., de l'écouter surtout, parce que c'est ce que demande Ellie, voire même de la distraire et puis de lui faire penser à autre chose. En même temps, il va toujours être là pour essayer d'arrondir un peu les angles entre les deux. C'est le chef de Jackson. Alors ça, on le voit beaucoup plus dans la série télé, mais quand même, Tommy, il a une importance énorme là-dedans, et puis il a quand même quelques scènes fortes. Maintenant, Sadie, on la voit dès le départ. C'est une femme qui est pas loin de se faire violer. Son mari est mort. On se dit, ça va être un personnage secondaire qu'on voit peu. Ce que fait Red Dead à réussir à en faire un personnage ultra emblématique au fur et à mesure, notamment sur la fin, où elle va se livrer complètement à devenir le soutien numéro 1 d'Arthur, extrêmement important dans la narration, toujours proche des personnages qui comptent. Et puis cette scène où elle va se venger des mecs qui ont tué son mari, elle a du sang partout. Tu vois que c'est l'exemple même de la femme forte, absolue, cette voix rocailleuse. Ouais, je vote pour Sadie. Hein. Mon chat s'appelle Sadie. Hein. J'ai une de mes petites loutes qui s'appelle Sadie, c'est pas pour rien. Peu importe qui tu mets en face, Sadie devait forcément passer un tour. Hein. Donc, ouais, pour moi, Sadie, c'est l'exemple de la femme forte qui l'était déjà, mais qui va le devenir encore plus par la suite au fur et à mesure d'une écriture où elle, en plus, elle a l'intelligence de voir en avance tout le côté ultra négatif que le groupe peut avoir sur certains, notamment Arthur, John, etc. Et puis qui va agir. Donc oui, c'est vrai que d'un côté... C'est marrant parce que Tommy, c'est un personnage que j'aime énormément, mais je pense que je préfère celui de la série parce qu'on le développe beaucoup plus. Sadie, Sadie, c'est devenu l'âme. Je vais vous dire un truc, hein. Sadie, c'est tellement devenu l'âme du jeu que c'est devenu le personnage secondaire le plus apprécié des fans, au point que les fans disent, s'il y a un Red Dead 3, on veut que ce soit Sadie, en fait, le personnage principal. En hors-la-loi, chasseuse de primes, enfin, ce serait génial. Moi, s'il y a un Red Dead 3, il faut que ce soit avec Sadie, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc ça va voter Sadie, parce que c'est un personnage iconique. Mais les deux, comme par hasard, hein, les deux sont étroitement liés entre Joël, Arthur, là on a Tommy, Sadie, tu vois, enfin, il y a des... je trouve ça très intéressant que les deux soient en opposition, là, sur le Oufoufou. Parce qu'ils sont un peu les seuls soutiens que peuvent avoir certains personnages très importants de leur jeu respectif. Après, Tommy, j'adore mon R 2077, hein, mais Sadie, Sadie, c'est Sadie. Hein. Ah, Kathleen. Ou le Joker. Ah, Kathleen. Bah ouais, ceux qui m'ont vu jouer à The Quarry savent à quel point Kathleen, c'est possiblement la femme de ma vie. Hein.
Brenda Song. Bon, après, là, alors, Caitlyn, pour moi, ouais, voilà, c'est l'amour d'été, ouais. Moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans The Quarry. Personnage qui m'a le plus marqué. Elle est brute de décoffrage, elle a beaucoup de répartie, beaucoup de charisme, c'est une vraie survivante qui n'hésite pas à s'en sortir. Et c'est vrai que le côté, ouais, un peu amour d'été, en mode dans un jeu slasher où elle, pour le coup, elle est loin d'être con comparée à tous les autres. Moi, j'aime bien Caitlyn. Maintenant, tu peux. Enfin, t'as vu le Joker en face? T'as vu le Joker en face? Caitlyn, c'est mon crush, hein, mais le Joker en termes d'écriture sur les jeux Batman, mais oh là 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 là. C'est. Le Joker, c'est dingue. Même quand il est pas là, hein. Arkham City, Arkham Asylum, enfin Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, même quand il est pas là, parce qu'il est mort, qu'il continue d'envahir l'esprit de Batman et oh là là là, il est cinglé. Je pense que la perf de Mark Hamill là, c'est la meilleure perf qu'on ait eue. Hein. Je vois pas, à part si tu comptes ouais, Heath Ledger en Joker qui était excellent aussi, c'est le deuxième meilleur Joker. Il est trop sous coté, c'est le Joker des jeux Arkham. C'est du génie d'écriture, de réflexion. C'est là où tu vois que le Joker, c'est vraiment à la fois le meilleur ennemi, mais presque le meilleur ami de Batman. T'as une relation, dans les jeux, tu t'en rends compte, t'as une relation tellement particulière entre les deux où l'un peut pas se passer de l'autre. Mais je dis pas que le Joker, lui, il peut pas se passer de Batman, mais je pense que Batman ne peut pas se passer du Joker non plus. Il le dira jamais, mais il y a cette espèce de dualité de meilleur ennemi qui est exceptionnelle. Le Joker est la pire peur de Batman et mon Dieu que cette version rend justice à cette magnifique idée, l'idée de faire d'un fantôme est brillante. Ah bien sûr, bien sûr. C'est Batman, oui, Batman, je pense que son grand antagoniste absolu, c'est le Joker. C'est le Joker. Sans le Joker, qui est Batman, c'est ça, hein. C'est ça, Mike. T'as ce côté où Batman aussi existe et se permet d'être Batman parce que le Joker lui en a donné l'occasion. Dans une rivalité qui est l'une des meilleures rivalités de l'histoire des comics. Et est-ce d'ailleurs peut-être même la meilleure rivalité de l'histoire des comics? Il y en a peut-être d'autres. Hein. Je pense que Spider-Man contre le Bouffon Vert, c'est une rivalité qui est extrêmement importante aussi dans l'univers des comics. Mais dans le genre... Ouais, comme dit Walker, le fait de se compléter eux-mêmes, je pense que Batman et Joker, c'est le meilleur duo et la meilleure rivalité qui existe dans les comics. J'en vois pas vraiment d'autres là, que ce soit chez DC ou ailleurs. Hein. Après, je pense que Spider-Man et Batman ont, eux, les univers les plus riches. Tu vois, les antagonistes chez Batman et chez Spider-Man, il y en a d'autres, il y en a un peu moins quand même. Peut-être les 4 Fantastiques et Van Doom. Éventuellement, tu vois, quand même. Quand même. Mais bon, bah, oui, on va voter le Joker, parce que les séquences énormes, la narration, la mise en scène, les dialogues, c'est un personnage qui est exceptionnel. Mais Caitlyn, je t'aime, hein, par contre. Genre, vraiment, faut dire ce qu'il est, mais... Et enfin, dernier tour de ce premier tour, Maxine contre Frank Tenpenny. Maxime version Maxine version Life is Strange, celui que j'ai eu l'occasion de faire évidemment, que j'ai beaucoup aimé quand même comme personnage. Et Frank Tenpenny. Alors Maxine, il y a l'émotion, il y a l'écriture, il y a tout le jeu qui va avec, les pouvoirs, etc. Je trouve que c'est un jeu sentimental. Les deux sont très bons dans leur genre, hein. Mais c'est un jeu qui est hyper sentimental, Maxine, qui inclut l'émotion du spectateur à chaque dialogue, quasiment. Frank Tenpenny, je me demande si c'est pas l'un des premiers vrais grands antagonistes du jeu vidéo. Il y en a eu beaucoup avant, hein, mais de cette ampleur-là. C'est l'un des meilleurs antagonistes de chez Rockstar. On peut se poser la question d'ailleurs de tous les GTA, si c'est pas lui, c'est lui le meilleur antagoniste de GTA. Globalement, hein, parce que GTA 5, t'en as quelques-uns, mais ils n'ont pas le niveau de Frank Tenpenny. Pour moi, Frank Tenpenny, c'est le meilleur méchant des GTA. Assez largement. Samuel L. Jackson met un travail de fou dessus, avec la voix, etc. Et il bouffe tous les autres personnages du jeu, hein. Quand même. Peu importe, hein, il bouffe quand même tous les autres personnages du jeu. Alors là, c'est un peu le côté, t'as le grand antagoniste. Est-ce qu'il n'est pas dans le top 3 perso GTA? Tu mettrais qui avec? Michael et Tommy Vercetti? Ou Nico Bellic? Michael De Senta, Frank Tenpenny?
et Nico Bellic. Avec en 4, Tommy Vercecchi. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et c'est qu'un personnage secondaire, mais chaque apparition est ultra marquante. Lui pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment un enfoiré, quoi. Et Samuel L. Jackson, tu sens qu'il s'éclate. Moi, j'aime bien. Mais c'est deux trucs tellement différents. Max et Tenpenny, c'est tellement différent. D'un côté, t'as Life is Strange, où c'est vraiment tout dans l'élégance, la tendresse, l'émotion, les beaux dialogues. Enfin bon. Et puis Frank Tenpenny, c'est péchu, quoi. C'est de la poésie, c'est de la nostalgie, c'est ça, Preach, ouais. Toujours eu peur du passé, qui a eu peur de le quitter, mais qui se trouve propulsé dans une histoire extraordinaire malgré sa vie des plus banales. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai qu'elle a quand même des notions qui sont supérieures. Frank Tenpenny est un antagoniste énorme, mais ça reste un antagoniste classique. Maxine, elle a justement, c'est ce qu'on parle, quand on parle du fantastique, Preach, c'est ça. Elle a une virée extraordinaire et une vie et un fait de vie fantastique qui va bouleverser sa vie ordinaire. Mais c'est parce qu'elle a une vie cruellement et tristement ordinaire qu'elle se permet de développer ce fantastique-là. Donc, non, on va prendre Maxine quand même. C'est vrai que Maxine a quand même plus de nuances que Tenpenny, mais Tenpenny, pour moi, c'est un des meilleurs antagonistes que j'ai joué. Hein. Le premier tour est terminé, messieurs, dames. Nous allons maintenant passer au 8e de finale. Et attention, tout peut encore arriver avec un premier tour entre Lee Everett et Amicia de Rune. Alors là, on joue, là, vous le savez, hein, les développements ont été faits. Là, ça va être beaucoup plus rapide. Hein. En général, tu passes 1h30 sur le premier tour et 20 minutes sur les autres, puisque tu as déjà développé les personnages. Lee ou Amicia? Lee, quand même. Pour moi, Lee, quand même. Lee, parce que Amicia, j'ai beaucoup aimé le personnage, et c'est vrai que il y a une profondeur énorme dans les deux jeux. Mais Lee, t'as le côté, là, c'est subjectif, t'as le côté émotionnel, père de famille, qui va se retrouver une paternité qu'il n'imaginait pas, sur une séquence de fin qui est tellement triste, tellement violente, etc., avec Clémentine devant lui, où ça te prend. Alors, Amicia et Hugo, ça te prend aussi, forcément. Hein. Surtout que c'est toi qui fais le geste les deux fois, quoi. Mais ouais, Lee, pour moi, c'est quand même fort. Hein. Ça vient de commencer. Comment il va, mon Sisama? Non, on est au 8e de finale, là. Alors Sisama, premier tour, on a eu Arthur Morgan de Red Dead contre Joël de Last of Us. Donc du coup, Joël est sorti au premier tour. Par contre, Ellie, Abby sont toujours là. Ellie et Abby sont toujours là. Joël est sorti, Tommy est sorti. Parce que Tommy était contre qui? Tommy était contre Sadie de Red Dead, donc c'était compliqué. Là, t'es au 2e tour. Donc on va voter pour... Moi, je vote pour Lee, là, ouais. Moi, j'aime bien Lee. Oh, putain, bâtard. Oh, bâtard Sadie contre Clémentine. Bah là, c'est le problème, après. Il y aura la rediff. Ouais, je vais mettre la rediff sur YouTube, je pense, pour Sisama. T'auras tous les... Bah oui, parce que là, t'as des personnages que tu verras pas, du coup. T'auras des surprises par rapport au premier tour qu'il y a eu. T'auras ma surprise à ma réaction quand j'ai vu que c'était Joël et Arthur Morgan au premier tour. Sadie contre Clem, bah, je vais prendre Clem. Même si Sadie, on en a fait l'éloge, hein, c'est un personnage qui est exceptionnel. Clémentine, après, c'est quand même... T'as le côté émotionnel, t'as l'empathie que j'ai eue avec elle, etc., qui est un personnage que j'adore. Donc oui, quand même, Clémentine élève un niveau de jeu tellement exceptionnel dans les Walking Dead Telltale, dans la richesse de son évolution, puis dans la manière dont elle va grandir avec nous, quoi. Ça aurait été Clémentine contre Ellie Si on se tape Clémentine-Ellie, ça va être très dur. Hein. Si on se tape Ellie contre Arthur Morgan en 16e de finale, je pète un plomb. Hein. Je pète un plomb. Non, Clémentine. Ouf. Oh, le deuxième, putain. Ouah. Je veux voir la gueule de Preach, là. Preach, il va dire quoi, là? Pas Preach, Papy. Papy, il fait quoi en 16e? On est au 8e de finale, là. Oh là. Arthur, il va... Arthur, il va enculer tout Last of Us. Arthur, il est venu soulever Last of Us. Bah, je suis désolé, Arthur Abby, je prends quand même Arthur, hein, ouais. Arthur Abby, j'adore Abby. Qu'est-ce qu'elle est belle sur cette photo, Abby. Putain, je suis le seul à le penser, bordel de ses morts. Qu'est-ce qu'elle est belle sur cette photo, Abby.
Qu'est-ce qu'il est beau sur cette photo, Arthur. Non, Abby, je suis désolé, parce que Abby, on en a fait l'éloge, je vous dis. Abby, c'est un des personnages les plus marquants de l'histoire du JV, parce que ce qu'ils ont réussi à faire, à te faire avoir de l'empathie pour quelqu'un que tu voulais buter sec tellement t'étais dégoûté de jouer avec elle au départ, et toute la narration qui en découle, au final, ça devient un personnage ultra attachant, tu finis par la comprendre, voire même la soutenir et tout. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Elle est d'une douceur, Abby, finalement, que t'imagines même pas à la base, mais qui est réelle, quoi. C'est tellement en plus légitime pour moi ce qu'elle fait dans le sens dans un univers violent comme ça. C'est très compliqué. Qui a voté pour Arthur 9. Un seul vote pour Abby. Ah ouais, la vache. Ah, c'est violent, putain. Un seul vote pour Abby. Mais Arthur, les gars, il y a plus de mots. Il n'y a plus de mots au-delà de l'analyse que j'en ai fait tout à l'heure. Hein. C'est l'âme de l'humanité. C'est l'âme humaine par excellence. C'est Ouais, c'est énorme. C'est celui qui a réussi à dire non, quoi. Au hors-la-loi, aux difficultés, qui a réussi à privilégier l'humanité sur l'argent et toute la merde qui peut exister, sur la vie future qu'on lui offrait, etc. Qui a réussi à se soulever contre l'autorité, qui a réussi à développer des personnages, à en sauver certains, et puis à laisser derrière lui toute une idéologie positive. Non, Arthur, c'est trop. Michael DeSanta contre Sam Bridges. Voilà, pour le coup, là, c'est Michael. C'est Michael. Là, Sam, j'ai encore trop de... J'ai pas suffisamment joué avec lui encore. Sam, j'ai pas encore joué suffisamment avec lui dans Death Stranding pour pouvoir le mettre plus haut. Sachant que Michael, derrière, bah forcément, lui, je vous l'ai dit, il a une écriture qui est quand même hyper riche. Et c'est pour moi l'écriture la plus riche de GTA 5. Ça part sur Michael DeSanta, là, sans tambour ni trompette. Là, c'est pareil. Je pense que globalement, on sera tous d'accord. Léon Kennedy, personnage iconique. Maintenant, on n'est pas là tant que ça pour parler des personnages iconiques. Je suis là aussi pour être subjectif et donner un peu mon avis sur comment dire, sur ce que m'ont fait ressentir les personnages. Autant Léon, je le trouve iconique et très fort. Autant Vas Montenegro, la scène qu'il va avoir dans Far Cry 3, enfin toutes les séquences qu'il a tout au long du jeu, et puis le traitement psychologique qu'il a, c'est fabuleux. Donc là, oui, Vas, tu vois, en quart de finale, c'est bien. Je pensais pas forcément qu'il irait aussi haut. Je sais pas vous dire s'il serait dans mon top 10 all-time, si je devais faire un top 10, mais il se retrouve quand même en quart de finale, donc c'est une très belle perf pour Vas. Deux outsiders. Alors, eux, pour le coup, Ethan Winters... Non, je l'ai pas mis, Ethan. Après, Ethan, il est intéressant dans le développement de ces jeux, mais pas top 32. Le Joker ou Nico Bellic, duel impensable, ouais. Deux outsiders. Les mettre en quart de finale, ça veut dire quand même qu'ils sont dans le top 8. Je les aurais pas forcément mis dans le top 8 de base, subjectivement. Objectivement, on peut se poser la question peut-être pour le Joker. Je vais voter pour le Joker. Parce que, comme je l'ai dit, dans les trois Batman, il a quand même une écriture, une omniprésence, un charisme, une folie, il est effrayant, et puis en même temps, tu sais qu'avec Batman, c'est le meilleur Joker qui arrive à s'assimiler à Batman, etc., avec Heath Ledger et Christian Bale. Moi, je vais voter le Joker parce que je pense qu'il est très très riche. Là où Nico Bellic, lui aussi, il a une écriture vachement intéressante dans GTA 4. C'est l'un des précurseurs des bonnes écritures dans Rockstar. Mais un chouille moindre, disons, par rapport au Joker, qui est tonitruant. Donc, ça va voter pour le Joker. Oh, Dieu. Oh, putain. Qu'est-ce que je fais? Ellie ou John Célestin de la balle au panier? Tu étais l'élu, c'était toi! Là, c'est dur. J'ai mis John Célestin, si ça m'a bien sûr. John Célestin, si ça... Non, je vais rien dire. John Célestin, tu verras qui il a éliminé au premier tour, si ça m'a. Vraiment. Et c'est magnifique. C'est exceptionnel.
John Célestin ou Ellie? Aïe, 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 aïe. Je vais voter Ellie quand même. Je vais voter Ellie quand même, même si John Célestin il aura fait un beau tournoi. Je pense que John Célestin, là, tu le mettais contre le Joker ou Nico Bellic, j'étais capable de lui refaire passer un tour. Vraiment. Moi, ça me bute. Non, bah non, Ellie, évidemment. Et enfin, Maxine contre Johnny Silverhand. Johnny Silverhand, sans trop de difficultés. Johnny Silverhand, je l'aurais bien vu en quart de finale. Pour l'instant, à part Joël, peut-être Trevor aussi, la logique est plutôt respectée. À part Joël qui sort au premier tour et où c'est une dinguerie, pour l'instant, on va retrouver à peu près tous les personnages qui, moi, m'ont vraiment beaucoup marqué. Il y a eu pas mal de duels difficiles, quand même, hein. Abby est pas là. Abby est pas là, elle s'est fait sortir par Arthur encore. Arthur est en train de sortir tout le monde. Moi, si Arthur, il est contre Ellie au prochain tour, je pète un plomb, hein. Le mec, il a sorti tout Last of Us. Mais, Johnny. Et attendez, John Célestin contre Ellie, ça votait pour qui, d'ailleurs là? Il y a des gens qui ont voté John Célestin. Eh, 6-3 quand même, hein. Il y avait 3 personnes qui ont voté pour John Célestin de la balle au panier, hein. Sadie. Ouais, Sadie. Après, ça dépend. Sur quart de finale, il n'y a que 8 personnages. Alors, ça dépend. Je pense que Sadie serait top 10, oui. On verra après avec le listing qui je mets top 10. Et merci, on a fait une pique à 100 spectateurs tout à l'heure. On est pourtant l'après-midi. On a été plus de 80 de moyenne. Merci parce que c'est cool sur des woufoufous comme ça d'avoir du monde. Allez, c'est parti. Johnny Silverhand. Et là, les gars, on va commencer à être sérieux. On entame les quarts de finale avec Michael de Senta contre Arthur Morgan. Waouh. Eh ben, encore une fois, je trouve que c'est un duel qui a du sens. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un duel qui a du sens. Un duel de famille. Michael de Senta, lui, qui a eu beaucoup de problèmes avec sa famille. Arthur Morgan, idem. Et on met les deux en opposition. Rockstar contre Rockstar. Deux êtres humains, malgré tout, qui essaient de retrouver une humanité dans des familles qui leur échappent complètement, même si c'est clairement disparate. Ça a du sens. Ça a du sens. Les meilleures écritures de leurs jeux respectifs, en plus, ouais, donc ça a du sens. Ça va évidemment voter Arthur, mais Michael aurait une bonne place en quart de finale, ouais. Donc ça vote pour Arthur. Putain, je suis sûr qu'on va avoir Ellie contre Clémentine, hein. Il va y avoir un duel Ellie-Clémentine, on n'est pas prêt, hein. On n'est pas prêt, hein. Le Joker contre Vas Montenegro. Là, les gars, il faut raconter un truc. Vas Montenegro arrive en demi-finale, hein. Là, ça, c'est un hold-up. Vas Montenegro en demi-finale, c'est un hold-up. Qu'en quart de finale, je trouve ça bien. Pour moi, il était peut-être éliminé en quart. Avec respect. Exactement. Ah, j'adore. Pareil, du coup, pour le Joker. Entre Vas et le Joker, autant j'ai bien aimé le Joker dans les Batman, je vous dis, Vas, c'est surtout par son absence et le peu de temps où il a été là qu'il a été à ce point marquant où je trouve que c'est cool. Et j'ai oublié de mettre Sambi. Je l'aurais pas mis, à mon avis, dans le top 32, mais je pensais à Soul, au déchet. Je me dis, putain, Sambi, who do you voodoo bitch? Il aurait pu être là et tout, mais... ça va. Ça va. Du coup, on n'aura pas Ellie contre Clémentine. Ellie contre Clémentine en demi-finale, ça peut être bien. Mais pour l'instant, ça va. Globalement, tu vois, on navigue entre des eaux où, bon, Johnny Silverhand contre Ellie. Moi, je prends Ellie. On a Ellie, Arthur, Vas. On aura très probablement Clémentine, mais je sais plus contre qui elle va tomber, là. Je sais plus qui c'est que j'ai gardé. Mais dans les demi-finales idéales, il y aurait Arthur, il y aurait Ellie, il y aurait Clémentine. Et ensuite, il y aurait eu Abby. Abby, pour moi, méritait d'être demi-finaliste. Johnny Silverhand aurait pu être demi-finaliste. Sadie Adler est passé. Attendez, on va le voir tout de suite. Ah, les enculés. Ah, les bâtards. Oh non, c'est vraiment un truc de fils de pute. Non, vraiment, c'est vraiment un truc d'enculé, ça. Tu mets Lee contre Clément... Non, mais vraiment. Les mecs... Non, mais c'est vraiment un truc de sale bâtard. C'est vraiment un truc de... Tu mets Lee contre Clément, c'est vraiment un truc d'enculé. Me manque pas de respect en fait, oh! On est sur mon plateau. Sur mon plateau! Non, mais vraiment. Je suis en sursis parce que je Non, mais je suis en sursis, Patrick. Je t'aurais avoiné directement. Non, mais je suis en sursis, Patrick. Bah oui, mais non, mais Lee en quart de finale, ça paraît logique aussi, tu vois. Bah là, du coup, je vais voter Clémentine. Enfin, je veux dire, de toute façon, Clémentine, c'est l'héritage de Lee. Donc, wagon. Wagon Lee. Ou Lee Couchette.
Faconly. OSS 117, Ouli Couchette. Oui, je crois qu'on a compris, Hubert. Ça va nous mettre dans de beaux draps. J'adore OSS 117, putain. Non, Clémentine. Clémentine. C'est Joël, en fait, si, bah si. Clémentine, Ellie, Arthur. Clémentine, Ellie, Arthur, Joël. Ça aurait pu être mon top 4, globalement. Après, il y avait Abby, qui aurait pu être en demi-finale aussi, machin, mais... Ouais, oui, bah Clémentine. Messieurs, on va arriver en demi-finale. On va arriver en demi-finale. Quoi qu'il arrive, messieurs, dames, dans les sûrs et certains 4 demi-finalistes que j'aurais mis, Arthur, Clem, Ellie, on en a 3, c'est très bien. La dernière place, ça a été... Et la première demi-finale sera... Ah putain, on l'a jusqu'au bout. Hein. Franchement, le Woufoufou, il a été bon jusqu'au bout. Parce que du coup, Vas Montenegro contre Arthur Morgan. Bon bah écoutez les gars, là évidemment... Et bravo à Vas monté en demi-finale, alors que moi je l'aurais laissé en quart, mais c'est déjà très bien. C'est Arthur. Regardez cette demi-finale. C'est Clémentine contre Ellie. C'est mes 2 filles. Voilà, c'est mes 2 gamines. C'est les deux gamines qui ont réussi à me faire pleurer dans l'histoire du jeu vidéo. Et pas qu'une fois. C'est le final boss. C'est The Rock qui arrive, mon The Man, directement pour porter les stockades, les chauffourées. La Rix. Foudroyer avec respect. Exactement. Ah, j'adore. Moi, je veux que un maximum de gens dans le chat là donnent. Une fois qu'il y a Lee versus Clémentine de Fay, papy, s'il te plaît, passe directement à cette demi-finale. Si c'est toi qui fais les sondages. Tu fais Clémentine et Lee. Et je veux voir vos votes. Pas dans le chat forcément, mais dans le sondage, vous allez voir, il y a un sondage, je veux voir vos votes. Parce que Clémentine et Lee, je pense que ça peut être très serré. Vraiment. On est 97 dans le chat pour cette demi-finale. C'est beau. Finir avec Arthur contre Ellie, on n'est pas prêt. Attends, et Clémentine, elle n'est pas sortie encore, parce qu'il va falloir que je réfléchisse quand même. Hein. Clémentine avait sorti Lee à 12-0. Pauvre Lee, on le remercie, comme dirait Dimitri Cracker, 6 pieds sous terre, bouffé par les vers. Merci à toi. Allez, Clémentine et Lee, vous pouvez voter. Pour l'instant, nous sommes sur... Alors là, ça vote. Hein. 11 votes pour Ellie, 5 pour Clémentine, qui pourtant avait pris l'avantage dès le départ. On est à 13 votes pour Ellie. Les fans de Clémentine, il faut aller voter si jamais on est à 16, 19 à 7. 19 votes pour Ellie. Je comprends pas, Papy, t'as vendetta contre Ellie, en vrai. Papy, en vrai, peu importe. C'est comme Connor Kenway pour Roawin. Je crois que j'aurais mis un Vélociraptor de Jurassic World Evolution 2. T'aurais quand même voté pour lui contre Ellie. Je comprends pas ta vendetta contre Ellie. Elle est toute, regarde, elle est toute mignonne. Elle est toute choupinette. Elle y est pour rien. Elle de n'être que ce qu'elle est. Ah non, mais en fait, c'est bon, Papy, j'ai compris. Je vais t'appeler Papy Time. Plot douceur. Plot douceur. Excuse-moi, hein, plot douceur. Pardon, plot douceur. J'avais oublié. Le Big P. 24-13. 24 à 13. Victoire écrasante d'Ellie. En même temps, les gars, vous sous-cotez Clémentine. Hein. Et on est 102, merci beaucoup. Merci infiniment, on est 102. Pour les 102 qui sont là, si vous aimez le basket, même si bon, il y a une marge énorme, hein. Ce soir, on est en live à 21h. Je commente en direct un match de NBA Denver contre Oklahoma City. Ça va être Tony Truant, soyez là. Et merci infiniment. 104, c'est très très bien pour un woufoufou de jeux vidéo. Donc merci beaucoup d'être aussi présent. Je rappelle aussi, tant qu'on est beaucoup, il reste un petit quart d'heure de live. On a un petit Beats Goal si vous voulez soutenir la chaîne avec des beats, donc des cheers. Seulement si vous le pouvez bien sûr, si vous soutenez la chaîne et si le Beats Goal est atteint avant la fin du mois, on fait un live de 24 heures cet été. Grand live de 24 heures en légende, avec plein d'invités, des débats, des trucs et tout, etc. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Et Vas versus Arthur, ça faisait 11-0 pour Arthur, oui bon ça me paraît assez logique. Ellie, Clémentine... Et merci mon Stark pour les 100 bits, merci beaucoup. On n'est plus que, allez, dans l'objectif du jour, on va dire, on n'est plus qu'à 1400 bits de la barre des 15 000, ou, pour les audacieux, 6400 bits de la barre des 20 000, qui permettrait d'atteindre déjà les 20%, et donc du coup, de faire une belle avancée sur la première semaine, là, pour le live de 24 heures. Merci beaucoup mon Stark. Clémentine, elle est sous-cotée, oui, 24-13, je trouve que le score est un peu fort, parce que Clémentine, elle est énorme. Clémentine, en fait... Clémentine, c'est l'apprentissage au fur et à mesure où tu grandis. C'est un personnage qui est exceptionnel à suivre, etc.
Elle te donne tellement d'émotions, ça devient tellement forte, puis elle prend la place de, ouais, comme on disait, Preach, de protégée à protectrice. Maintenant, Ellie, c'est la plus... Désolé, Ellie, c'est la plus grande émotion que j'ai eue dans... Une de mes plus grandes émotions, pas dans le jeu vidéo. Euh... Ellie, c'est une de mes plus grandes émotions dans l'art global. En termes d'empathie, Ellie m'a permis, moi, de me comprendre, de me trouver et d'avoir de presque pas de donner un sens, vraiment, tu vois, mais genre d'imaginer des choses que j'imaginais pas avant. Quand j'ai commencé à jouer à ce jeu-là et puis que j'ai commencé à le recomprendre derrière, des choses comme ça, je me suis dit, ouais, tu vois, c'est l'impact en fait du jeu Last of Us m'a énormément aidé à vouloir une gamine plus tard, à vivre des choses comme, ouais, vous dites, la scène avec le musée et tout. S'il y a bien un truc que j'espère pouvoir faire quand même un jour, c'est avoir une gamine et puis potentiellement l'emmener au musée, l'avoir émerveillée devant des dinosaures. Ça a touché Neil Druckmann, mais il a réussi à toucher tout ce que. Enfin, je pense qu'on est beaucoup comme joueurs à dire ça, je parle pas que pour moi, mais il a touché des choses qui, moi, en fait, étaient vraiment. Comment dire, insoupçonné avant et à un stade inimaginable. Ellie, c'est comment dire, au-delà de la qualité d'écriture du personnage, de sa dualité, son lien avec la colère, la souffrance, la haine par la suite, et puis bah au contraire dans le premier de son côté euh, très fofolle qui va aider Joël à se dévergonder un peu, retrouver de l'humanité, tout ça. C'est un truc qui, voilà, ouais, c'est un truc qui m'a trop touché. Bah, Clémentine aussi, hein. Clémentine aussi. Puis ces deux, voilà, ces deux gamines, j'ai fait les jeux et tout. J'étais en larmes devant leur scène finale, tellement pour moi c'était dur, quoi. C'est des jeux qui sont très, très, très durs. Clémentine, tu la vois toute petite, tu la vois grandir, mais Ellie, voilà, pour moi, c'est le panier, voilà, c'est la finale. C'est la finale, c'est même pas surprenant. Je pense que c'est pas surprenant, hein, Ellie contre Arthur. Tu peux voir après, et voter dans le chat, hein, c'est la finale, vous êtes 90, n'hésitez pas, il y a un sondage, Ellie contre Arthur, quel est votre personnage préféré, pour vous le meilleur personnage des deux? Une très grande finale, pour le coup on a eu du bol de pas tomber sur d'autres avant. Et là, sur les 4 qu'il y avait en demi, il y en a 3 que j'aurais mis. Après, ça se jouerait sur Joël, Abby ou d'autres pour la dernière place en demi-finale. Mais je pense que, indubitablement, c'était la finale attendue, hein. Et c'est une belle finale parce que je pense que c'est le meilleur personnage de l'histoire contre mon personnage préféré de l'histoire. Donc finalement, c'est bien. C'est bien. Alors, le sondage, 15 pour Ellie, 13 pour Arthur. Ouais, c'est énorme. On est en 15-14. 15-14. 15 pour Ellie, 14 pour Arthur. C'est pour vous dire à quel point là c'était un duel qui était dantesque, hein. Parce que là, globalement, c'est des personnages qui sont ultra appréciés, hein. Qui sont ultra appréciés. Mais ouais, hein, ça veut dire à quel point on est face à des grands. Ah oui, 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 je pense qu'on est pas face à des grands noms, hein. Je pense qu'on est face à des grands noms. Moi, personnellement, je le dis, hein, entre Ellie Williams et Arthur Morgan, le meilleur personnage de ce Woufoufou, et je pense de l'histoire du jeu vidéo, on peut peut-être penser Metal Gear, The Witcher, pour des personnages que j'ai pas fait, mais comment dire, des jeux vidéo que j'ai pas fait, donc des personnages que je connais pas. Peut-être que des jeux comme The Witcher ou Metal Gear auraient des personnages qui rentreraient dans cette catégorie des meilleurs personnages all-time de l'histoire. Personnellement, je trouve qu'Arthur Morgan est le plus grand personnage jeu vidéo de tous les temps. Tu me demandes, à moi, n'importe où dans la rue, c'est qui le meilleur personnage de l'histoire? C'est Arthur Morgan. Je cite Arthur Morgan, Red Dead. Quand les gens me disent c'est quoi le meilleur jeu de tous les temps, je dis Last of Us 2 et Red Dead. J'en mets pas un au-dessus de l'autre. Je vote quand même pour Ellie parce que c'est subjectif et que Ellie, c'est le personnage qui m'a le plus offert d'émotions
et qui est le plus près de moi et le plus près de voilà, de mon affect, de mon ouais, de mon côté protecteur, d'envie d'avoir une gamine, des choses, des machins. C'est subjectif, c'est un tournoi qui est subjectif. Donc effectivement, subjectivement, pour moi, Ellie, c'est voilà, c'est ma gamine, quoi. Par contre, d'un point de vue logique, c'est-à-dire d'un point de vue véritablement de puissance d'écriture, même si Ellie a une puissance extraordinaire. Ellie a une puissance de fou. Je dis pas que l'écriture d'Ellie est mauvaise, au contraire. Si on parle objectivement, Ellie est quand même en demi-finale. Hein. Subjectivement, elle a un léger avantage sur Arthur, mais je pense qu'Arthur est le meilleur personnage jamais écrit et jamais étudié dans un jeu vidéo. Je pense qu'Arthur, oui, c'est objectivement parlant, le meilleur personnage de l'histoire du JV. Dans son évolution, dans sa dramaturgie, dans sa tragédie. Je ne crois pas qu'on ait fait mieux. Voilà. Et je pense que ce qu'il y a derrière, c'est Ellie et Abby. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas très très loin. Hein. C'est pas très très loin. Bien, et ben tu sais que j'ai dit la même chose, Sisama. Quand on a eu les premiers personnages de GTA là dans le Woufoufou, j'ai dit attention, Jason et Lucia, je vous le dis en avance, on refait le Woufoufou dans 2 ans là. Dans 2 ans, ils sont dans le top 32, ils sont pas 30e. Hein. Ils sont bien classés les salopios. Je vais vous envoyer comme on est nombreux là chez Johan. Tac, et puis on va s'arrêter là pour cet après-midi parce qu'on se revoit ce soir. Ce soir, si vous aimez pas le basket, venez quand même, on va faire du talk. Hein. Il y aura évidemment du talk avant de partir dans le basketball. On se retrouve, je pense, à mon avis, aux alentours de 21h. Peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, je ne sais pas. Enfin, pas après 21h, peut-être un petit peu avant si j'ai du temps. Mais je vous dis à ce soir. Des bisous!